Merci beaucoup Christophe et Robert pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Avant tout, je voulais juste vous demander de ne pas hésiter à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Donc là, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Je préfère savoir que j'avance sur des bases solides. Et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit quand on parle de conscience en phénoménologie. Ce n'est pas au sens, disons, le plus courant du terme, mais on le comprend très vite. Donc effectivement, comme vous le voyez sur le document, c'est un courant qui est fondé par un mathématicien au départ. Husserl est mathématicien et il s'interroge d'abord justement sur l'existence des objets mathématiques. Comment ça existe, les vérités mathématiques qui ont l'air d'être tellement universelles, éternelles? Comment est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on les a découvertes? Est-ce qu'on les a inventées? Est-ce que c'est notre esprit qui crée ces vérités mathématiques? Ou est-ce qu'elles existent quelque part, mais alors où et sous quelle forme? Donc il commence par se poser cette question qui est aussi très ancienne, bien sûr. Et c'est pourquoi il commence par écrire une philosophie des mathématiques. Et puis il étend cette même question à toutes les règles logiques, tout ce qui nous permet de penser logiquement. Et de la même façon, il dit, mais est-ce que c'est seulement nous qui fonctionnons comme ça, ou bien est-ce que les choses sont vraiment comme ça, qu'elles obéissent à certaines séquences logiques? Donc il commence à écrire des recherches logiques. Donc il s'interroge sur le rapport entre le langage rationnel rigoureux de la science et ce que peuvent être les choses en dehors de ça. Donc sur la question de l'adéquation, etc. Et en même temps, il se met à suivre pas mal de cours de philosophie, puisqu'au départ, ce n'était pas sa formation. Et finalement, donc, grâce à tous ses travaux, il devient professeur de philosophie de la connaissance. Donc il se lance vraiment dans cette philosophie de la connaissance, et il le sera jusqu'à sa retraite. Et puis, en même temps, il élabore une œuvre tout à fait originale, une œuvre nouvelle, qui d'ailleurs fait aussi l'objet de ses cours. Donc en fait, en même temps qu'il donne cours, il expose ses propres recherches et tout ça est très progressif. Il a une série de publications progressives, vous en avez quelques-unes en note de bas de page, celle que je vais utiliser. Et toute sa vie, en fait, il se pose la même question et il essaye d'y répondre au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une progression dans son œuvre pour arriver finalement à résoudre ce problème complexe qui s'était posé au départ. Et ce problème, c'est un problème en fait très ancien dans la philosophie, c'est le doute qu'on peut avoir par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire on peut se demander, est-ce que tout ce que je perçois là et qui m'apparaît comme existant en dehors de moi, un monde fixe qui existe bien avant moi, qui continuera après, tout ce que je perçois et qui me permet de me mouvoir dans ce monde, les autres personnes que je côtoie, que je vois, est-ce qu'elles existent réellement? Et je me dis, est-ce que tout ça existe réellement ou est-ce que je peux le mettre en doute? Je pourrais le mettre en doute puisque parfois je rêve et parfois en rêve, je crois que m'arrivent des tas de choses et puis je me réveille, je me rends compte que tout ça n'était pas existant. Pourquoi ce ne serait pas pareil avec le monde? Bon, vous reconnaissez une très vieille question qui a d'ailleurs été soulevée dans toutes les cultures. C'est très fréquent. Mais là, alors, la spécificité de Husserl, c'est la réponse, ce n'est pas la question évidemment. Et il commence par approuver Descartes qui s'était posé la même question au XVIIe siècle et qui, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ont assisté à l'exposé sur Descartes, ici. Oui, c'était il y a pas si longtemps. On a travaillé sur Descartes. Et donc Descartes s'est posé cette même question. Sur le doute, juste. Voilà, sur le doute par rapport au monde extérieur, aux autres personnes et même, on pourrait dire, à mon propre corps. Parce que, en fait, quand je rêve, je crois que mon corps se trouve dans certains lieux, qu'il se meut, qu'il fait des tas d'activités, et en réalité, je ne les fais pas. Je suis dans mon lit, comme il dit, j'ai couché dans mon lit, je ne fais pas tout ça. Donc, je pourrais avoir un doute sur même l'existence de mon propre corps, tel qu'il m'apparaît. C'est peut-être une illusion. Tout est peut-être illusion. Et Descartes dit, bon, pour lutter contre ça, pour essayer de tout reconstruire sur des bases solides, je dois partir d'une chose qui est absolument certaine. Je dois trouver le roc indubitable. Et cette chose absolument certaine, en fait, c'est que je pense. Donc c'est la réponse connue de Descartes, c'est que je pense. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas dire la pensée dans un sens précis, strict de logique intellectuelle, de recherche intellectuelle. C'est au sens de n'importe quoi qui m'arrive. J'ai des idées.
dit-il. Et des idées, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose me passe là devant l'esprit, je vois, hein, disons, c'est ce que j'appelle voir par habitude, mais j'ai des images, j'ai des émotions, j'ai des pensées. Donc, il m'arrive des tas de choses, et j'appelle ça je pense. Et ça, c'est indéniable. Je ne sais pas ce que sont ces choses, mais en tout cas, c'est indéniable qu'il m'arrive des tas d'impressions. Donc, ça, c'est une certitude. Et certitude suivante, s'il m'arrive tout ça, c'est que j'existe. Parce que ça ne pourrait pas m'arriver si je n'existais pas, moi. Donc, j'existe. Je ne sais pas ce que je suis. Si je veux vraiment mettre en doute tout ce qui n'est pas sûr, je ne sais pas ce que je suis. Mais enfin, en tout cas, j'existe. Donc, je pense, j'existe. Ça, c'était l'acquis de Descartes. Après, pour pouvoir reconstruire tout le reste, le monde sensible tel qu'il nous apparaît, notre corps, les vérités, bon, tout ça, pour construire tout ça, Descartes, il va avoir besoin de Dieu. Il va avoir besoin de l'idée de Dieu. C'est la première chose qui va de nouveau se donner comme certitude. Donc, il va faire une démonstration, une preuve ontologique de l'existence de Dieu. Mais Husserl, là, ne le suit plus. Là, on a fini avec Descartes. Ce que Husserl va faire, c'est des méditations cartésiennes. Donc, c'est une de ses dernières œuvres. Il présente ça en conférence en 1929. Donc, des méditations, c'est-à-dire de type cartésien, en partant du même doute, mais d'une façon tout à fait différente. Donc là, on aborde vraiment Husserl lui-même. Husserl dit la certitude d'où je vais partir pour tout refonder, c'est la certitude de la conscience. Et voilà le fameux qu'est-ce que c'est la conscience, dans quel sens on doit la prendre? Eh bien, on doit la prendre dans le même sens que le cogito de Descartes, c'est-à-dire il m'arrive des tas de choses. J'ai conscience de tas de choses. Tout ce que je sais, c'est que j'ai conscience d'images, d'émotions, de pensées, d'imagination, de toutes sortes de choses. J'ai conscience. Et ça, c'est indéniable. J'ai conscience. Et donc, quand on parle de conscience, ça sera cet acte d'avoir conscience de quelque chose. Je me rends compte de quelque chose. Il m'arrive quelque chose. Ça, c'est une certitude d'où parle Husserl. Et j'ai conscience, une certitude qui est tout à fait liée à celle-là, c'est justement ce quelque chose dont j'ai conscience. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un acte de conscience, que je constate qu'il m'arrive, il y a un quelque chose. Il y a, si vous voulez, un contenu, un objet, pour le dire d'une manière tout à fait générale, c'est-à-dire je saisis bien quelque chose. Donc, le fait que la conscience soit toujours conscience de quelque chose est aussi une certitude absolue. Je ne peux absolument pas avoir une conscience qui ne soit pas de quelque chose. Chaque fois que j'ai conscience, il y a un objet. Je ne sais pas sous quelle forme il existe, mais en tout cas, il y a un objet. Et ça, c'est ce que Husserl appelle l'intentionnalité de la conscience. L'intentionnalité, c'est le fait qu'elle est toujours en relation avec quelque chose d'autre qu'elle. Il y a l'acte qui saisit, et puis il y a la relation à quelque chose qui est autre, forcément. Ce qui m'arrive là chaque fois est autre que moi. Moi, je suis la conscience. Ce qui m'arrive est autre. Donc j'ai déjà une altérité là, tout à fait certaine. Il y a bien autre chose que moi en tant que conscience. Moi, je suis juste la conscience pour le moment. Je n'ai pas encore reconstruit tout le reste. Donc la conscience, elle est intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle vise, ils utilisent souvent ce verbe-là, les phénoménologues, le verbe viser quelque chose. Alors, ce n'est pas dans le sens de avoir pour but, pas du tout. C'est juste dans le sens de être dirigé, orienté vers quelque chose. Conscience toujours orientée vers quelque chose. Et une deuxième, vous voyez ça plus ou moins vers le milieu de la première page, là, une deuxième caractéristique de la conscience qui est tout aussi certaine, c'est qu'elle est réflexive. Elle est réflexive, c'est-à-dire elle peut se prendre elle-même pour objet. Donc elle n'est pas toujours réflexive, mais elle peut toujours l'être. C'est-à-dire je peux toujours me demander ce que je suis en train de faire. Donc je peux, disons, avoir des impressions d'objets, et puis je peux me demander quelles sont ces impressions d'objets que j'ai. Ou ces impressions, je peux me dire, elles sont nettes, elles ne sont pas nettes, je les ai déjà eues, je ne les ai jamais eues, j'en doute, je n'en doute pas. Donc je peux saisir mes propres actes. Je peux avoir un deuxième acte qui saisit mon premier acte. Je peux me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler. Donc je saisis mon parler en quelque sorte. C'est une réflexivité. C'est la conscience qui se prend elle-même pour objet.
Donc ça, c'est une expérience évidente aussi. Hein, c'est évident qu'on peut faire, tout le monde peut le faire, même sans savoir qui on est, de quoi il s'agit, on peut le faire. C'est déjà, on va avancer comme ça, pas à pas, de certitude en certitude. Bon, on va avancer parfois un peu plus vite, parce que jusque-là, on n'a pas encore grand-chose. Mais il faut bien voir que Husserl, il va très lentement, mais son but est toujours clair. Son but, c'est toujours d'arriver à refonder tout l'édifice des sciences. C'est un scientifique, hein, Husserl. Il veut vraiment refonder la connaissance sur des bases solides. Donc, il ne va pas se contenter d'approximations, il veut du absolument solide, absolument précis. C'est pour ça qu'il avance très lentement. C'est dans des volumes comme celui-ci, Idées directrices pour une phénoménologie, c'est un volume de 500 pages, où finalement, ce n'est qu'une toute partie de son acquis de reconstruction. Après cet ouvrage-là, il va encore en écrire plusieurs qui le complètent, et d'ailleurs laisser beaucoup de manuscrits à l'état non publié et qui seront publiés à titre posthume. Donc c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Alors là, je vous propose en fait de lire un petit extrait qui occupe la deuxième partie de la première page, là, pour bien comprendre le début de la démarche, parce qu'il est essentiel pour lui, le début de la démarche qui est ce qu'il appelle la suspension phénoménologique. Donc la suspension, c'est ce qu'on a vu au départ sous la forme cartésienne du doute. C'est que, puisqu'on est sûr de rien dans le monde extérieur ou dans notre propre corps, on va suspendre tout ça. On va faire comme si on ne le savait pas, hein, comme si on n'avait pas appris tout ça, comme si ce n'était pas familier. On va juste ne plus en tenir compte et rechercher nos nouvelles certitudes sans en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'on dit ça n'existe pas, on ne prend pas position, c'est tout, on ne prend pas position. C'est la suspension phénoménologique. Et pourquoi phénoménologique? Parce que du coup, on ne va plus considérer les choses qui nous apparaissent que telles qu'elles nous apparaissent, que en tant qu'elles nous apparaissent. Donc, il y aura des phénomènes, c'est ça que ça veut dire phénomène, c'est ce qui apparaît. Donc, j'aurai ma conscience et ce qui lui apparaît. Et puis, en variant toutes les formes différentes de conscience, de rapports que je peux avoir avec les choses, donc, et toutes les formes différentes d'objets qui apparaissent dans ces rapports, je vais pouvoir reconstituer, en fait, l'ensemble des activités qui me sont familières et des objets qui me sont familiers. Et ensuite seulement, je pourrais me dire, bon là, j'aurai juste simplement le familier, et il me faudra alors voir aussi comment je vais garantir quelque chose d'universel, parce que la science, elle a pour objectif d'établir des vérités universelles, des choses qui ne sont pas seulement vraies pour une personne, mais pour toutes, avec toute une série de règles, de vérifications, etc. Donc, pour ça, bon, là, d'emblée, en fait, il tient compte de ça, en disant que ces activités de la conscience, ces actes que je peux avoir avec évidence et les objets correspondants, je vais les considérer directement en général. C'est-à-dire, je vais essayer de saisir leur essence, leur eidos en grec, leur type, le type de choses dont il s'agit en général. Donc, si j'essaye de comprendre, par exemple, ce qui m'arrive quand j'imagine, ou ce qui m'arrive quand je me souviens, ce sera en général, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le souvenir en tant que tel? Qu'est-ce que ça veut dire l'imagination en tant que telle? Et d'emblée, donc, j'établirai quelque chose qui est une connaissance générale. Pour ça, donc, je vais me débarrasser de tout ce qui m'est personnel et propre. Je ne vais pas considérer ma propre histoire, mes propres connaissances, mes propres relations. Je vais juste dire qu'est-ce que ça veut dire en général sentir, voir, imaginer, se souvenir. Hein, donc on se place directement au niveau général. Ça fait partie de vraiment le b.a.-ba, l'installation de la méthode. Donc lisons ce petit extrait, c'est un extrait de ses méditations cartésiennes. Ce qui par là devient mien, donc par là c'est par la suspension phénoménologique. Ce qui par là devient mien, à moi, sujet méditant. Donc je peux dire que je suis un sujet, puisque en fait, sujet et conscience, c'est la même chose. Sujet, ici, ne veut pas dire plus que conscience. Je suis une conscience. Donc ce qui devient mien à moi, conscience qui médite, c'est ma vie pure avec l'ensemble de ces états vécus purs.
Alors, pur, ici, a juste le sens de pris uniquement en tant que tel. Donc, je me considère uniquement en tant que conscience. Pur veut dire j'élimine tout le reste. C'est juste dans ce sens-là, séparé de tout le reste. Donc, et les états vécus, c'est la même chose que les actes de conscience. Il appelle aussi les actes de conscience des vécus. Parce que chaque fois, je vis tout cela. Hein, c'est une forme de vivre, en fait. Je vis toutes les choses qui m'arrivent. Donc, mais je retiens juste ça de la vie, pas toute la vie biologique. Je l'ai suspendue, celle-là. Donc, l'ensemble de mes états vécus, purs, donc considérés juste en tant que je vis tel ou tel acte, et de ces objets intentionnels, donc les objets correspondants, tout ce qui m'apparaît, tous les phénomènes qui m'apparaissent ainsi. C'est-à-dire l'universalité des phénomènes au sens spécial et élargi de la phénoménologie. Donc au sens technique, hein, au sens qu'on a bien défini, qui est tout ce qui apparaît, mais dont j'ai suspendu toute thèse concernant la manière dont ça existe. Donc je ne dis plus ça m'apparaît parce que c'est là, mais je dis juste ça m'apparaît et c'est tout. C'est ça le phénomène. Donc voilà ce qui est mien, voilà ce d'où je peux partir. On peut dire aussi que l'époquet, donc l'époquet c'est le mot grec pour suspension, donc l'époquet, la suspension est la méthode universelle et radicale par laquelle je me saisis comme moi pur, hein, donc je suis un sujet pur, avec la vie de conscience pure qui m'est propre, vie dans et par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi, tel justement qu'il existe pour moi. Donc en fait, le monde entier existe, mais je ne reviens pas à ma confiance spontanée d'avant. Il existe uniquement en tant qu'il est pour moi. C'est-à-dire que, en fait, en étant dans cette méthode de suspension, tout continue à m'arriver de la même façon. C'est-à-dire toute la diversité des expériences de la réalité, je l'ai toujours. Juste, je ne sais plus ce que c'est. Mais je l'ai toujours. Donc le monde entier, il existe toujours. Sauf que je l'ai transformé en uniquement monde pour ma conscience. Tout ce dont je suis sûre, c'est qu'il est là pour ma conscience, c'est tout. Donc j'ai quand même toute une diversité très très importante. À vrai dire, le monde n'est pas pour moi autre chose que ce qui existe et vaut pour ma conscience dans un pareil cogito. Tout son sens universel et particulier, toute sa validité existentielle, donc sa validité existentielle, c'est est-ce qu'il existe oui ou non en lui-même, hein, en tant que lui-même, il les tire exclusivement de telles cogitationes, donc ça veut dire de mes pensées, hein, de mes propres actes de le recevoir, d'être en contact avec lui. En elle, donc dans mes pensées, dans mes images, s'écoule toute ma vie intramondaine, toute ma vie dans le monde. Donc aussi les recherches et les démarches ayant trait à ma vie scientifique. Donc pour un scientifique aussi, en fait, un scientifique, tous les actes qu'il fait, hein, qui sont des expériences, des calculs, toute la mise en œuvre de sa démarche, en fait, peut lui apparaître aussi uniquement en tant que phénomène. Hein, s'il veut, il peut reprendre toutes ses activités en tant que uniquement des phénomènes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, qu'est-ce que je suis conscient de faire? Et qu'est-ce que je suis conscient comme objet? Il peut les transformer aussi. Tu peux me redonner la définition du phénomène, parce que là, le phénomène, c'est... Par rapport à quoi d'autre? Oui, alors, par rapport à quoi d'autre, effectivement. C'est une bonne manière de le définir. Donc, c'est tout ce qui m'apparaît, mais par opposition à ce que je sais exister. Le phénomène, il s'oppose aux êtres, si tu veux, ou aux étangs, ou aux choses qui existent. C'est-à-dire, tout ce que j'ai supprimé, enfin suspendu, c'est la thèse de l'existence, c'est la position d'existant. Donc, ce qui m'apparaît, je sais qu'il n'existe que à titre d'objet de ma conscience. C'est ça, en ça qu'il est phénomène. En fait, c'est les mêmes choses. C'est ces tables, cette salle, ces arbres, c'est les mêmes choses en fait. C'est des calculs mathématiques, c'est des souvenirs, c'est des connaissances, c'est les mêmes choses. Sauf que je ne dis plus maintenant, ces choses existent en dehors de moi, c'est de là que je les ai reçues, mais je me dis simplement, je vais les considérer en tant qu'elles apparaissent, en tant qu'elles sont dans ma conscience, quels sont les objets de ma conscience. En tant que c'est les objets de ma conscience. Mais quand même, mon but, c'est de
c'est de retrouver évidemment la réalité du monde, hein, donc je ne perds pas de vue que c'est mon but. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore. Donc c'est pour ça, voilà, ce sont les phénomènes, c'est tel que les choses sont pour ma conscience. Donc, quand ça passe par le filtre de la conscience. Tout passe par le filtre de la conscience, c'est ça l'important. Hein, c'est que, sinon c'est des objets, sinon c'est des objets. Alors on peut dire objet dans ce sens précis qui est ce qui est en rapport avec le sujet. Et, on dira aussi d'ailleurs des objets purs. Je considère là un sujet pur, c'est-à-dire qui n'est que conscience. Et il est en rapport avec des objets purs, c'est-à-dire des choses qui ne sont juste ce qui apparaît à la conscience. Donc effectivement, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle des objets au sens du concret, du matériel. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment uniquement dans le sens de ce qui est le corrélat, hein, comme on dit, le corrélat, le correspondant d'un acte de conscience. Ça, c'est sûr qu'il y en a tout le temps. Hein. Ça, c'est l'intentionnalité, c'est évident. Donc, je continue. Si je me place au-dessus de cette vie tout entière et m'abstiens d'effectuer la moindre croyance existentielle, donc je ne crois plus, hein, ce que je croyais spontanément, qui pose le monde comme existant. Si je vise exclusivement cette vie elle-même, mes propres activités, dans la mesure où elle est conscience de ce monde, mais ce monde, encore une fois, uniquement phénoménal, alors je me retrouve en tant que ego pur, ego c'est le mot latin pour je suis je, c'est tout, avec le courant pur de mes cogitationes, hein, de mes multiples idées. Par conséquent, en fait, l'existence naturelle du monde dont je puis parler, présuppose comme une existence en soi antérieure, celle de l'ego pur et de ses cogitationes. Et vous voyez le renversement, hein, qui est ici très paradoxal, évidemment. Le renversement, c'est que je dis mon ego pur et ses objets correspondants sont antérieurs au monde existant. En fait, l'expérience que j'ai d'abord, c'est dans l'ordre de l'expérience, bien sûr. L'expérience que j'ai d'abord, c'est l'expérience de mes activités et des objets inhérents à ces activités. Et ensuite seulement, à partir de cette existence-là, je vais constituer le fait que ces objets ne seraient pas à ma conscience s'ils n'avaient pas une forme d'être extérieure aussi. Donc c'est dans un second temps qu'existera le monde en tant que tel. Dans un premier temps, ce qui est antérieur, ce qui est antérieur en fait, c'est ma conscience, parce que c'est antérieur dans l'ordre des certitudes, dans l'ordre de la découverte certaine. Vous allez me dire, oui, mais dans l'ordre de la vie d'une personne, la vie d'une personne est d'abord dans la confiance spontanée. L'enfant, il est d'abord certain d'un monde extérieur. Enfin, en tout cas, depuis le moment où on peut se rappeler ce que pense un enfant, bien sûr, ce qu'éprouve un enfant. Donc, aussi loin qu'on peut se rappeler ce qu'éprouve un enfant, ou le supposer, il est en contact avec de l'extérieur, et il ne doute pas d'abord que c'est de l'extérieur. Le doute est quelque chose qui vient assez tard dans la vie. Donc, dans l'ordre, si vous voulez, de l'expérience spontanée, de l'expérience naturelle d'une personne, il y a d'abord la confiance dans le monde et ensuite le doute. Mais dans l'ordre de l'expérience de la certitude, de la construction des certitudes, c'est l'inverse. Il y a d'abord la conscience et ses objets, et ensuite il y aura seulement l'existence du monde extérieur, parce qu'on va devoir montrer que sans poser cette existence, on ne peut pas expliquer les actes que nous avons et les objets que nous avons. Vous voyez, c'est ce mécanisme-là qui donnera la preuve. C'est remonter à une cause extérieure sans laquelle, en fait, mes actes, je ne les aurais pas. Les objets dans ma conscience, je ne les aurais pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le fait que la conscience va reconstituer, en fait, tout ce qu'elle avait suspendu, c'est ce qu'on appelle la conscience transcendantale. C'est ça qu'on appelle un transcendantal. Depuis Kant, en fait, hein, donc ça fait déjà depuis la fin du XVIIIe siècle qu'on utilise ce terme dans ce sens-là. Donc transcendantal signifie ce qui est la condition de possibilité pour
avoir une expérience du monde, une expérience des choses qui existent. Et la condition de possibilité pour avoir une expérience, c'est qu'il y ait un certain type de conscience, c'est qu'il y ait une conscience qui soit capable de construire des objets, de comprendre des objets, de se comprendre elle-même, et finalement de construire des connaissances. Oui. L'existence naturelle du monde, pourtant, elle est antérieure à la conscience, à ma conscience. Le monde préexiste avant moi, quand même. Oui. C'est ce qu'on va finir par obtenir à la fin de la recherche. Effectivement, à la fin de la recherche, on obtiendra le fait que la conscience a forcément dû naître après d'autres choses, parce qu'il y a des conditions sans lesquelles il ne peut pas y avoir une conscience. On va reconstruire les conditions pour lesquelles il y aura une conscience. Donc, effectivement, il faudra qu'il y ait des corps biologiques, déjà. S'il n'y a pas de corps biologique, il n'y a pas de conscience, mais ça, on va y arriver petit à petit. Donc, l'ordre de la découverte est inverse de l'ordre qu'on dira finalement naturel et scientifique. Donc, quelles sont les étapes? Je passe à la deuxième page. Quelles sont les étapes par lesquelles on va reconstituer ce monde existant? Alors, on va d'abord examiner nos propres activités, nos propres actes de conscience, nos vécus, et on va se rendre compte très vite qu'ils ont des types différents. Que, par exemple, quand je dis spontanément « je vois », je ne vise pas, je ne signifie pas, je ne veux pas dire la même chose que quand je dis « j'imagine » ou « je me souviens ». Prenons le même objet, un arbre, là, cet arbre que je vois. Quand il m'apparaît sous cette forme-là que j'appelle habituellement la vision, il a des caractéristiques différentes de quand, maintenant, je ferme les yeux et je me l'imagine. Quand je l'imagine, ou celui-là ou un autre d'ailleurs, ou même un que je n'aurais jamais vu, je peux quand même l'imaginer, même un que je n'ai jamais vu. Bon, je sens qu'il y a une différence. Cette différence, je la sens. C'est pas pareil. Et tel qu'il m'apparaît là et tel que je l'imagine les yeux fermés, c'est pas pareil. Je sens qu'il y a une différence d'acte. Donc elle est évidente, cette différence. Si je m'en souviens, si je me souviens de l'arbre que j'ai vu ce matin, ce sera encore différent. Ce sera assez proche de quand je l'imagine les yeux fermés, mais qu'est-ce que j'aurais rajouté en plus de juste l'imaginer? J'aurais rajouté le passé, le fait que c'était ce matin. Autrement dit, le temps. J'aurais rajouté le temps. J'aurais rajouté le fait que ça me soit déjà arrivé à moi, donc c'est-à-dire j'ai conscience de ce qui a précédé dans mes vécus, d'autres vécus qui ont précédé celui de maintenant, et j'ai conscience que je peux les retrouver, donc que j'ai un passé, que moi j'ai un passé. Ça ne me dit pas que l'arbre a un passé, mais vous voyez, ça ne me dit pas que l'arbre a un passé, mais ça me dit que moi j'ai un passé, puisque je peux ressaisir quelque chose que j'identifie comme ayant déjà vécu avant. Donc vous voyez que là on a gagné beaucoup de choses. On a gagné une différence entre percevoir et imaginer, et on a gagné la différence entre juste être là au présent, avoir des activités maintenant au présent, et en fait se rendre compte qu'on a aussi un passé, qu'on a eu des activités constantes, et que ce passé, en fait, il est continu. Husserl l'appelle un flux de vécu, un flux, un courant de vécu. Je peux remonter dans mon passé comme ça, de proche en proche, dire qu'est-ce que je faisais il y a une seconde, qu'est-ce que je faisais il y a 2 secondes, il y a 3 secondes, et ainsi de suite. Bon alors, ce ne sera pas très précis, bien entendu, au bout d'un certain temps. Mais je sais que j'ai une sorte de continuité temporelle. Je me constitue une temporalité. J'ai une continuité temporelle. Je peux le faire dans l'autre sens aussi. Parce que je pourrais, dès le moment où j'ai le passé, je peux aussi me projeter et me dire, juste après ça, je ferai ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais je peux déjà m'imaginer que je vais le faire. Donc je peux aussi me donner le futur. Mais le futur, il n'est pas encore là. Donc, la scène future, ma rencontre avec l'objet dans le futur n'est pas encore là. Mais je peux déjà l'anticiper. Donc, de nouveau, le futur, de la même manière que le passé, c'est moi qui l'ai. Ce n'est pas les choses. Le monde futur, il n'est pas encore là. D'aucune façon. Sauf dans ma conscience, si je l'anticipe, donc en faisant cet acte d'anticipation.
Et donc c'est la conscience qui se donne le temps. C'est elle qui construit le temps. Vous voyez comment, hein, son passé et le futur qu'elle peut projeter. Elle se donne le temps. C'est beaucoup, hein, tout ce qu'on a déjà trouvé. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique de la perception par rapport à l'imagination? C'est très important parce qu'en fin de compte, on va arriver à se dire tous les autres actes reposent d'abord sur une perception. Une perception a dû être préalable. Je ne pourrais pas m'imaginer un arbre si je n'avais jamais vu d'arbre. Ou si on ne m'en avait pas décrit. Ok, vous pouvez dire ça, mais si on m'en a décrit, c'est que quelqu'un d'autre l'a vu et puis me le décrit. Donc il a fallu quand même y avoir une perception. Sans la perception, on n'aurait pas les autres actes. Vous pouvez essayer de faire l'expérience. Hein. Est-ce que je pourrais me souvenir de quelque chose de sensible si je ne l'ai pas senti? Non. Est-ce que je peux... Enfin si, je peux imaginer quelque chose de différent, mais à partir de ce que j'ai déjà vécu. Hein. Après, je peux établir des variations sur ce que j'ai déjà vécu. Je peux les modifier à ma guise. Avec l'imagination, je peux modifier tout ce que j'ai déjà vu, ou entendu, ou senti. Hein, tout ça, je peux le modifier à ma guise. Et justement, ce « à ma guise », il est très important. Est-ce que je peux percevoir à ma guise? Et qu'est-ce qu'il faut pour que je perçoive à ma guise? Supposons que je me dise, cet arbre-là, je voudrais qu'il soit plus proche pour l'examiner mieux. Si je l'imagine, oui, je peux imaginer l'arbre plus proche, plus lointain, je peux le faire varier, le faire verdir, jaunir, perdre ses feuilles. Tout ça, je le fais en un clin d'œil, enfin, immédiatement. Je fais ce que je veux avec l'arbre. Je le retourne pour voir son autre côté, hein, l'arbre imaginaire, je peux faire tout ça. Mais l'arbre que je vois là, je ne peux pas faire tout ça. Je ne peux pas le faire, dire. Et comment il est son autre côté? Pour savoir comment est son autre côté, je dois me déplacer. Je dois me déplacer et le contourner. Donc je me rends compte, et si je veux le voir perdre ses feuilles, ben, je dois attendre l'automne. Si je veux le voir changer de couleur, je dois attendre par exemple que la lumière se modifie. Je ne commande pas cela. Je ne commande pas, je ne le fais pas à ma guise. Donc voilà, en fait, la découverte que ce qui est essentiel à la perception sensible, c'est les contraintes. C'est toute une série de contraintes. J'ai une contrainte de mouvement et d'espace. J'ai des contraintes d'espace de multiples manières. J'ai donné l'exemple du loin et du près. Hein, je dois m'approcher pour mieux saisir sensoriellement un objet. J'ai la contrainte de la perspective. La perspective me fait paraître petit ce qui est loin, mais il n'est pas plus petit parce qu'il est loin, bien entendu. Lui, il garde toujours sa même grandeur. Donc j'ai cette contrainte de contredire en fait la perspective. J'ai une contrainte d'interposition, parce que s'il est caché par un mur, je dois contourner le mur. Donc dans une perception, les objets s'interposent les uns devant les autres. Tandis qu'en imagination, non. En imagination, j'enlève le mur, et voilà. Donc je vois bien que c'est un acte vraiment d'une teneur différente et qui implique deux choses extrêmement importantes que je constitue maintenant avec certitude. C'est l'espace et c'est le mouvement. Je les ai maintenant avec certitude puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des différences de perception qui étaient dues à des différences de loin, de près, de position. Or, loin, près, distance, position, ce sont des variations de l'espace. C'est tout ce qu'on donne comme caractéristique ou dimension de l'espace. Donc, qu'est-ce qui m'a donné l'espace? Je vous rappelle, qu'est-ce qui m'a donné le temps? C'est mes propres vécus. Qu'est-ce qui m'a donné l'espace? C'est plus mes propres vécus. C'est l'étalement des choses sensorielles, des choses que je peux sentir. C'est l'étalement des choses que je peux sentir qui m'a donné l'espace. Ce sont mes objets de conscience qui m'ont donné l'espace. Et même si, encore une fois, je suis encore dans la suspension, je ne me dis pas encore, oui, ils existent eux-mêmes, l'espace existe, c'est l'espace du cosmos, tout ça. Je ne me dis pas encore ça. Mais la manière dont ils m'apparaissent, donc simplement comme phénomène, implique des distances, des positions relatives entre ces objets. Donc l'un est devant l'autre. Ça, c'est dans ma conscience que je le saisis. C'est simplement en les saisissant comme phénomènes, ils m'apparaissent comme ayant des relations spatiales entre eux. Voilà. Il y a des relations spatiales qui m'apparaissent
dans ma conscience. Même si je ne sais pas si elles sont vraies. Vous voyez? Même si je ne sais pas si elles sont vraiment là dehors, en tout cas, ils m'apparaissent comme ça. Donc je peux dire, les objets perçus, ils ont toutes ces contraintes-là. Et finalement, je trouve le mouvement comment? Comme condition de mes découvertes, hein, comme condition du fait que j'ai découvert l'autre face des choses, ou de multiples autres angles, de multiples autres perspectives sur les mêmes choses. Je sais que si je veux les découvrir, ou si je les ai déjà découverts, c'est parce que je peux me déplacer. Et donc là, on fait un saut assez rapide, hein, un saut qualitatif, mais qui est permis par le raisonnement, qui est la conscience, elle, en tant que pure cogito, hein, en tant que pure, je constate que elle ne se déplace pas. Et elle n'occupe pas d'espace. En tant que saisie de quelque chose, hein, elle ne se déplace pas, elle. Qu'est-ce qui se déplace? C'est le corps dans lequel elle est. C'est comme ça que je reconstitue mon corps. C'est comme ça que je me dis, ce ne serait pas possible, je ne pourrais pas avoir l'expérience de l'espace si je n'avais pas un corps qui peut se déplacer. Et c'est ce qu'on appelle aussi, dans ce courant, c'est repris aussi par des psychopathologues, etc., par des psychiatres, l'espace kinesthésique. Donc kinesthésique, c'est kinésis, le mouvement, et esthésis, la sensation. Donc c'est l'espace que nous appréhendons par nos mouvements et nos sensations. Donc ça, c'est, voilà, vous voyez tout ce qu'on a déjà constitué. On a constitué tout ça simplement en examinant les phénomènes. Donc c'est ce que j'ai noté, en résumé ici, les différentes intentionnalités. Donc je peux faire la différence entre mes actes de perception, souvenir, imagination, désir, rêve, jugement. Alors le rêve, c'est un cas toujours particulier, hein, mais Husserl parle très peu du rêve. Mais en fait, en phénoménologie, on résout très facilement la distinction entre le rêve et le vécu perceptif, par exemple. C'est que le rêve, a posteriori, apparaît comme rêve. C'est-à-dire le rêve est toujours suivi d'un réveil où on se dit « Ah, maintenant, je suis revenu au réel par contraste. » Donc, c'est vrai que le rêve, le plus fréquemment, on ne le détecte qu'a posteriori, quand il est terminé et qu'on revient à la réalité, à l'exception des personnes qui ont des rêves lucides. Qui ont des rêves lucides, c'est-à-dire qui, dans leurs rêves, se rendent compte qu'ils rêvent. Ça arrive, hein, c'est une très, très chouette expérience. Et comment, à ce moment-là, en fait, comment est-ce qu'on s'en rend compte? En fait, il suffit, si on arrive dans un rêve, à se poser la question, justement, de la conscience, c'est-à-dire la question de dans quel type d'intentionnalité suis-je en ce moment? Est-ce que je suis en train de percevoir ou est-ce que je suis en train de rêver? Il suffit, dans un rêve, de se poser la question pour que la réponse soit immédiatement « je suis dans un rêve ». C'est clair, parce qu'à ce moment-là, il y a plein de signes. Dès que vous vous posez la question, il y a plein de signes. Vous pouvez voler, vous pouvez faire évidemment, vous pouvez faire des tas de choses qui ne sont pas réelles. Bon, enfin, ça, c'était une parenthèse, mais pour dire, en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle expérience et la distinguer des autres. Alors, donc, deuxième étape que j'avais présentée, donc la perception se donne par esquisse. Donc ça, c'est un terme que Husserl propose pour dire ces différentes perspectives par lesquelles je saisis chaque fois des aspects différents d'une chose, hein, des qualités différentes de la chose, des propriétés différentes de la même chose. Donc la perception se donne par esquisse, elle révèle la spatialité, hein, ce qu'on le dit, et donc elle est donation originaire parce que les autres s'appuient dessus, s'appuient sur elle. L'imagination s'appuie sur une perception préalable, tout le reste aussi. Alors, troisième chose, le champ phénoménal, donc le champ des phénomènes qui m'apparaissent, s'étend potentiellement à l'infini selon des degrés d'attention. En fait, à tout moment, j'ai un champ perceptif, alors ça marche surtout par le visuel, mais ça marche aussi si vous pensez à le champ de tout ce qu'on peut entendre. Hein. J'ai un champ perceptif avec un point focal ou un point d'attention principal, d'attention plus intense, et puis tout autour, une attention de plus en plus dégradée, de plus en plus vague. Donc là, si je regarde toujours ce même arbre, j'ai une perception beaucoup plus vague et de plus en plus vague, au fur et à mesure que je m'éloigne de l'arbre, de ce qui est tout autour.
du champ élargi jusque sur mes côtés, hein, jusqu'à ce que peut me permettre la position de mes yeux. C'est la même chose avec les sons. Je suis attentif à un certain son, mais en même temps m'apparaissent aussi vaguement d'autres sons qui sont... C'est pas seulement qu'ils soient plus lointains ou moins intenses, pas nécessairement. C'est juste que je n'ai pas fixé mon attention sur eux. Donc l'attention est prépondérante. C'est selon ce où je dirige mon attention qui sera qui sera la donnée sensorielle la plus vive, la plus intense. Mais de cette façon-là, en me disant en fait ce champ perceptif, potentiellement, il continue au-delà. Ah, donc il y a ce que je peux voir maintenant qui est limité par les murs de cette pièce, mais je sais bien qu'au-delà de ces murs, ça continue. Je peux l'éprouver en allant au-delà. Donc si je suis dans un endroit d'où l'horizon est tout à fait dégagé, je vois bien qu'il continue. Il continue en fait potentiellement à l'infini. Je sais que de la même façon, je peux arriver dans tout l'univers. Alors évidemment, j'aurais besoin d'instruments pour augmenter le potentiel de mes organes naturels. Hein. Ils ne vont pas au bout de l'univers, mais je peux me donner des instruments, etc. Donc en fait, je me redonne en tout cas l'ensemble de l'univers comme phénomène, en étendant de cette façon-là donc ce qui peut être pris sous mon attention, sous mon regard attentif. Et alors enfin, on s'est donné la temporalité originaire de la conscience, c'est-à-dire qu'on a compris comment la conscience avait conscience du temps, saisissait le temps sous la forme de son propre passé ou de sa projection dans l'avenir. Donc on a déjà tout ça. Mais il nous manque encore quelque chose de tout à fait essentiel, qui est, on parle jusque-là toujours que des phénomènes. On voit qu'on a appréhendé des phénomènes, enfin on sait qu'on a appréhendé des phénomènes de multiples façons, mais on n'a pas encore la certitude de sortir de ce qu'on a appelé en philosophie le solipsisme. Le solipsisme, c'est-à-dire, et si j'étais tout seul, moi, avec mes phénomènes ? Jusqu'ici, je pourrais être tout seul, avec une conscience très riche et pleine de phénomènes, mais enfin, tout seul quand même. Qu'est-ce qui me donne la certitude que toutes ces personnes que je rencontre, elles sont aussi des êtres conscients comme moi. Elles sont des êtres conscients du même type que moi. Pour le moment, ce sont des phénomènes comme les autres. Je vois une personne comme je vois un arbre. Dans la suspension phénoménologique, rien ne m'a encore dit que c'était des consciences comme les miennes. Bien entendu, dans l'expérience courante, j'ai une confiance spontanée dans le fait que quand je rencontre un être humain, c'est un être humain. C'est très rare que je doute. Il faut vraiment qu'il y ait des circonstances particulières pour que j'en doute. Mais cette confiance spontanée, je l'ai suspendue. Donc, qu'est-ce qui me dit que j'ai affaire à des êtres humains conscients comme moi ? Et qu'est-ce qui me dit que ce monde est plus que uniquement le monde pour ma conscience, c'est-à-dire un monde propre à moi, propre à ma conscience ? Eh bien, ces deux choses essentielles, fondamentales, vont être démontrées ensemble dans le même raisonnement. C'est le raisonnement que je vous ai résumé dans la suite de cette deuxième page. C'est très résumé, parce que ça occupe plusieurs paragraphes, enfin plusieurs chapitres, toute la 5e méditation en fait, toute la 5e partie de ces méditations. Mais bon, je pense que c'est bien d'en avoir une idée sans entrer dans tous les détails. Après, si vous voulez qu'on précise, ça pourra venir dans la conversation après. Donc, je vais le lire, hein, ce sont étape par étape. Par principe, nous ne pouvons éprouver un autre ego transcendantal que le nôtre. Donc on ne peut pas se trouver dans la peau d'une autre conscience, si je puis dire dans la peau. On ne peut pas éprouver ce qu'éprouve une autre conscience. On éprouve tout comme notre conscience. Enfin, je suis conscient de tout, mais je ne peux pas dire je suis conscient de ce que tu constates. Je ne peux pas dire je à la place de quelqu'un d'autre. Impossible. Dommage. Pardon ? Hélas ? Je dis dommage. Ah ben oui, ce serait assez... Ça serait passionnant, mais ça serait inquiétant aussi, parce qu'on ne saurait plus qui on est, hein, on ne saurait plus qui on est. Donc c'est quand même bien aussi de savoir qu'on est soi. Bon.
Mais enfin, on va essayer de se donner quand même autrui. Hein, on va essayer de se prouver qu'il y a bien d'autres consciences. C'est ça qu'on vise quand même. Donc, on ne peut pas éprouver un autre ego transcendantal que le nôtre. Donc, pour que l'existence d'autrui soit validée, donc devienne une certitude, comme ce qu'on a déjà construit, il faut qu'elle soit constituée dans l'ego transcendantal. Il faut qu'à partir de mon ego, je puisse reconstituer la nécessité des autres égos. Vous voyez ? Si à partir de mon ego, du fait que ma conscience est certaine, j'arrive à montrer que ça ne serait pas le cas, je ne pourrais pas rendre compte de tous mes vécus, s'il n'y avait pas d'autres consciences, alors, par là même, j'ai démontré leur existence. Vous voyez, puisque mon existence, j'en suis sûre. Si j'arrive à montrer que sans l'existence d'autres consciences, je ne pourrais pas avoir cette existence-là, alors j'ai montré que les autres sont nécessaires et existent nécessairement. Je les ai démontrées parce qu'elles sont nécessaires à mon existence à moi, qui est certaine. Donc c'est ça que je vais devoir faire. Je vais devoir montrer que mon propre vécu, que mes propres vécus ne pourraient pas être tels qu'ils sont s'il n'y avait pas d'autres consciences. Et à ce moment-là, j'aurais démontré leur existence avec certitude. Et donc, comment je vais faire ça ? C'est la suite. Donc, il faut qu'elle soit constituée dans l'ego transcendantal, mais tout en suspendant d'abord tout ce qui suppose déjà autrui, y compris le monde, en tant que monde commun. Donc, ce monde, si je dis il est commun à tout le monde, c'est que je suppose déjà qu'il y a les autres personnes. Donc, je ne peux pas le faire. Je dois juste, pour le moment, le considérer comme monde propre. Mais je vais me donner en même temps le monde comme commun et les autres consciences comme certaines, comme partageant ce monde, en fait, comme partageant le même monde. Donc ce qui reste pour l'ego transcendantal, après la suspension, inclut le corps propre, on l'a vu, mon propre corps. Hein. Mon propre corps, j'en suis certaine, puisque j'ai dû me déplacer, hein, la perception impliquait mon propre corps, donc j'en suis certaine. Okay, ça inclut mon corps propre en tant que coordination synesthésique, donc l'ensemble des sensations et mouvements qui permettent le cogito-perceptif. Sur cette base, on peut constituer le moi psychophysique. C'est quoi le moi psychophysique ? C'est plus la même chose que la seule conscience. Le moi psychophysique, c'est tout mon corps biologique et c'est aussi mon psychisme. Alors le psychisme, ce n'est pas tout à fait la même chose que la conscience. Le psychisme, c'est toute la personnalité d'un individu. C'est toute la personnalité, c'est-à-dire toute l'histoire qui a été vécue déjà par cette personne, toutes les connaissances qu'elle a, toutes les relations qu'elle a avec les autres. C'est tout ce qui fait qu'on peut se dire globalement, qui suis-je ? Je suis tout cela. Tout ça, ce n'est pas la conscience. Tout ça, la conscience peut en prendre conscience. Tout ça, je peux me dire, voilà, je me retourne sur mon passé, justement, et je me dis, ah bah oui, j'ai vécu ça, j'ai appris ça, j'ai eu telle relation. Ma conscience est ce qui saisit cela, et tout cela, c'est mon psychisme. D'accord ? Donc je peux me donner ce psychisme, je ne dois pas le suspendre, il existe maintenant. Il est tout à fait sûr aussi. Donc, sur cette base, on peut constituer le moi psychophysique et le monde dans lequel celui-ci agit et pâtit, ainsi que tous les objets transcendants propres au flux de vécu. Le monde dans lequel ce moi physique agit et pâtit, ce n'est jamais que son monde propre. Hein. Attention, pour le moment, c'est son monde propre. Tous les objets correspondants qui sont propres au flux de vécu, c'est tous les objets que j'ai déjà éprouvés moi. Donc, c'est de mon propre flux. Les objets sensibles, imaginaires, idéaux, etc. Ensuite, toute cette sphère du propre, pour pouvoir être déterminée comme propre, implique l'opposition à une autre sphère également propre, qui doit être constituée par un autre ego transcendantal. C'est-à-dire, pour que je puisse dire, en fait, ceci est du propre, il faut que je me dise, mais c'est que il y a autre chose que ce propre. Si j'étais dans le solipsisme, c'est-à-dire si il n'y avait que moi qui existais et mes propres objets de conscience, je ne dirais pas c'est mon corps propre, c'est mon monde propre. Je dirais c'est le corps, il n'y en aurait qu'un, et je dirais c'est le monde. Or, c'est pas ce que je fais, mais qu'est-ce qui nous permet justement de ne pas faire ça, hein ? Donc si on parle de propre, c'est par opposition, c'est parce qu'on suppose qu'il n'y a pas que lui. Donc il faut en effet qu'un autre existe pour rendre compte de l'expérience évidente
que j'ai d'être dans un monde commun qui doit être constitué par une intersubjectivité, par des relations entre les sujets, transcendantales, c'est-à-dire constituant ce monde. Alors, ce qui est important ici, c'est cette expression, en fait, j'ai une expérience évidente du monde commun. C'est là la clé de la démonstration. En fait, j'ai une expérience évidente du monde commun. Comment? Mais c'est que toutes les choses qui sont autour de moi et que je perçois, ou que je peux imaginer, dont je me souviens, elles sont marquées par l'intention de quelqu'un d'autre. Dire, tout est un signe que des personnes sont intervenues sur ces objets, que ceci a été construit, pourquoi je pense que ceci a été construit et pas l'arbre, par exemple? Mais parce que ceci est utilitaire. Je vois bien que c'est utile parce que c'est fait de telle manière que ça serve à des activités précises. Ceci a été construit pour poser des choses dessus. Ceci a été construit pour que je ou un autre corps du même type que moi puisse se reposer dessus. Cette salle a été construite en vue de quelque chose que je comprends, que je connais d'emblée, c'est pour nous protéger. Et je peux prendre comme ça toutes les constructions des hommes, et partout, le monde a été transformé de cette façon-là, je sens bien que c'est avec des intentions. Je vois que c'est avec des intentions, parce que tout est utilitaire, tout vise quelque chose, tout vise une utilité pour moi. Et je ressens cette utilité. Je sens que... je sens la soif, bon, ça c'est une expérience évidente, hein, j'ai soif, et je vois que des tas de choses pour soulager la soif existent, et pas seulement existent d'une façon brute, à la manière de la rivière, du ruisseau, tout ça, non, mais qu'il y a des récipients des récipients dans lesquels peuvent tenir ces liquides qui vont soulager ma soif, il y a des véhicules qui les transportent. Ces véhicules qui les transportent, tout est fait pour. Vous voyez, l'idée de tout est fait pour, en fait, est une évidence pour moi dans ce monde. Ce monde, il est fait pour que je puisse y vivre et que d'autres humains puissent y vivre. Et ce n'est pas moi qui ai construit tout ça. Je sais que ce n'est pas moi qui l'ai fait et que ça me sert. Donc c'est que d'autres aussi l'ont fait parce que ça leur sert comme à moi, parce que ça leur est utile comme à moi. Ils l'ont fait en vue d'être utile à d'autres. Et donc par là, en fait, je constitue un monde. Je me dis, il y a d'autres consciences qui ont les mêmes impressions que moi, aussi y compris des besoins, et qui ont répondu à ces besoins avec des activités que moi aussi je pourrais faire, éventuellement. Je poursuis le raisonnement. Je suis au deuxième paragraphe. Or, autrui ne peut nous être donné que dans une intentionnalité médiate. Intentionnalité médiate, ça veut dire c'est seulement indirectement. Indirectement seulement, je peux reconstituer autrui. Puisque autrui, comme on disait, on ne l'éprouve pas comme si on était nous-mêmes quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours, je peux juste me dire, par analogie avec ce que j'éprouve moi, je suppose, je postule que les autres éprouvent la même chose que moi. Je vois quelqu'un boire, je postule qu'il ressent la soif comme moi. Je vois quelqu'un s'asseoir, je postule qu'il est fatigué comme moi, etc. Donc c'est toujours indirectement, par analogie avec ce que moi j'éprouve, que je vois les autres faire la même chose, me dire, ben oui, c'est parce qu'ils éprouvent la même chose que moi. Donc c'est une reconstitution, hein, vous voyez, c'est une reconstitution. Et donc cette reconstitution, Husserl propose de l'appeler apprésentation. Bon, je propose un nouveau terme hein, pour dire quelque chose de nouveau. Dans la présentation, autrui nous est donné en tant que corps psychophysique, personne humaine concrète, par transposition à partir de notre propre corps. Donc par transposition. Le fait que je vois tout de suite que les autres font à peu près les mêmes gestes que moi, et je comprends pourquoi, parce que moi je les fais dans un certain but, donc je comprends les autres aussi. Donc c'est vraiment cette transposition qu'il appelle la présentation. Mais la conscience d'autrui, c'est différent. Là, je ne la perçois pas, ce n'est pas un phénomène, la conscience d'autrui. Vous voyez, les corps d'autrui sont des phénomènes, et je peux les juger par analogie avec le mien. Mais la conscience d'autrui, elle ne m'apparaît jamais en tant que conscience. Vous voyez ? Bon, elle est une... Oui ?
la conscience d'autrui, elle apparaît dans l'utilité des objets dont tu te sers, dont je me sers. Donc, elle est même matérialisée par ça, je dirais. Puisque c'est pas moi qui ai inventé la poudre, il a bien fallu que ce soit quelqu'un d'autre. Et donc, ça établit la conscience d'autrui. C'est ça le fond de la réponse, bien sûr. Mais en fait, il y a encore une petite étape parce que tout ce caractère utilitaire et donc d'usage du monde que je vois les autres faire comme moi-même, en fait, ça, c'est le moi psychophysique des autres. Tu vois, tout l'utilité des objets s'adresse au moi psychophysique des autres personnes, à leur corps, à leur psychisme, se faire du bien en lisant, etc. Bon. Mais leur conscience, c'est pas ça. Leur conscience, c'est comme mon ego transcendantal, c'est comme mon ego pur. Comment est-ce que je sais qu'ils ont aussi un ego pur? C'est-à-dire qu'ils sont aussi constituants de leur monde propre. C'est une nouvelle reconstitution, c'est une autre étape de reconstitution. Je dois me dire qu'ils ont aussi un ego transcendantal parce qu'eux aussi constituent leur monde propre autour d'eux, comme moi, je constitue mon monde propre autour de moi. Et c'est ça la réponse, mais c'est la suite du texte. Donc, l'indice de cela, j'ai mis un autre indice, mais en fait c'est l'indice précisément de ce que tu dis, c'est la mobilité du corps propre dans l'espace, qui fait que mon corps propre m'est toujours donné sous le mode du ici, central, donc c'est le centre de tout mon monde, de mon monde propre. Je suis toujours le centre de mon monde propre. C'est toujours à partir d'où je suis que je peux constater tout le reste. Je constate ce qu'il y a autour de moi, où que je me tourne. C'est à partir d'ici, évidemment, que je peux tout éprouver. Donc moi, je suis toujours ici. Je suis toujours ici, je ne suis jamais là. Enfin, si je suis là... Si tu es là, c'est que tu n'es pas ici. C'est que j'ai un problème, quoi. Si je crois être là, j'ai un problème. Non, je suis toujours ici, moi. Mais ce ici est déplaçable, justement. Ce ici est déplaçable, c'est-à-dire que ce que j'appelais d'abord là, quand j'étais ici, je peux l'appeler ici, quand je me serai déplacée. Là. Ouais. Et donc cela sera devenu un ici, et inversement, mon ici sera devenu un là. Donc le ici est toujours la place où je suis, mais tous les là peuvent se transformer en mon ici, si je me déplace. Et donc du coup, bon, voyons là, le là, c'est aussi la place de l'autre, donc c'est comme ça qu'on s'approche de l'idée, quoi. Donc je peux m'imaginer ce que le corps d'autrui perçoit de là, parce que je vois autrui là, et je peux m'imaginer ce qu'il voit de là. C'est-à-dire, en fait, c'est même plus que m'imaginer. J'ai des tas de signes qui m'indiquent que là où il est, autrui est le centre de son monde. J'ai des tas de signes, la manière dont il utilise les objets autour de lui, dont je vois bien qu'il s'oriente, en fait. Je vois qu'il s'oriente autour de lui. Donc, il éprouve le ici comme moi. Donc, je peux appréhender l'autre comme éprouvant son propre corps sous le mode du ici central. Chacun s'éprouve comme étant ici. Et comme centre de son monde. Mais donc, du coup, j'ai deux centres au minimum. Je vois quelqu'un qui est au centre de son monde. Je suis ici au centre du mien. J'ai deux centres. Ces deux centres sont des centres de deux mondes différents, en fait. Il a un monde propre et moi, j'ai mon monde propre. Ils sont distincts, puisqu'il y a ici et là. Ils sont distincts. Donc, voilà deux mondes propres. Bon, alors, sans me confondre avec lui, puisque nous occupons des centres différents. Là, je ne me confonds pas avec lui, justement, comme on disait tout à l'heure. Je ne suis toujours pas l'autre. Je ne suis pas sa conscience au moment où je reconstitue ça. Je suis toujours la mienne ici. Mais simplement, dès lors que je me suis dit, lui aussi constitue son monde propre, je peux dire, donc il est un ego transcendantal. Il est une conscience constituante de son monde. Bon, alors là, j'ai que deux mondes propres. Mais... donc, quant à ces autres activités psychiques, elles me sont compréhensibles par leur manifestation extérieure, à partir de mon propre comportement, dans des circonstances analogues. Bon, ça, il l'avait déjà dit, parfois il revient.
préciser certaines choses. Alors, dernier paragraphe, parce que maintenant, on doit encore se donner le monde commun. On a compris qu'il y avait d'autres consciences qui constituaient des mondes propres. Comment on se donne le monde commun? Alors, certes, le fait que le corps d'autrui nous soit immédiatement donné comme tel, et pas seulement comme indice d'autrui, est encore une énigme. Donc, de nouveau, Husserl repart de ce point de départ du fait évident. Le fait spontané, évident, dans l'attitude habituelle non phénoménologique, c'est que autrui est autrui. On ne part pas du doute, on part de l'évidence qu'il y a une conscience chez chacun des êtres humains qu'on voit apparaître. Donc il y a un fait que autrui est bien autrui, et qu'il est donné comme tel, c'est-à-dire en tant qu'un être humain qui a une conscience. Ce n'est pas seulement un indice, c'est-à-dire je ne me dis pas seulement c'est probable, vu la manière dont ça se comporte, c'est probable qu'il y a une conscience là-dessus. Non, je ne me dis pas ça comme ça. Je me dis c'est évident, c'est autrui. Et donc Husserl dit c'est une énigme ça. Ça reste une énigme. Comment se fait-il que spontanément je sois certain alors qu'en fait c'est juste probable? C'est juste une reconstitution probable d'après des signes extérieurs. Mais non. Spontanément, ça nous est donné comme une évidence. Donc ça, c'est encore une énigme, dit-il. Parce que quand nous nous posons la question, autrui nous est déjà donné. La question vient toujours plus tard, le doute vient toujours après. C'est toujours après que je me dis, mais comment je sais qu'il y a une conscience? Comme dit Descartes, comment je sais que les hommes qui passent là sous ma fenêtre ne sont pas des machines avec des manteaux. C'est toujours après que ça vient, le doute. Au départ, je ne doute pas. Donc pour fonder ce fait, et pour essayer de fonder, ça veut dire ici rendre compte de comment ça se fait que ça nous arrive comme ça. Comment ça se fait que ça nous arrive d'abord comme certains, et puis seulement qu'on doute. Husserl rappelle que toute perception livre toujours plus que le strict perçu. Par exemple, la face invisible d'un objet. En fait, toute la reconstitution de la perception qu'on a décrite tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'on fait spontanément. Spontanément, quand on voit cette face-ci de l'arbre, on sait très bien qu'il y a la face postérieure et plus ou moins quelle allure elle a. On sait très bien qu'il est arrondi, que l'arrière est tout aussi brun que l'avant, etc. Plus ou moins. Donc, en fait, dans la perception, il y a toujours plus que le strict perçu. Le strict perçu, c'est juste cette face-ci, qui ne nous permettrait pas, par exemple, de faire la différence entre ça et un trompe-l'œil. Mais en fait, on reconstitue, la perception donne toujours plus. Et il propose, Husserl, que de la même façon, on ne perçoit jamais un corps analogue au nôtre sans lui attribuer immédiatement la valeur d'un autrui. Donc en fait, pour lui, c'est le même genre de choses. Ce n'est pas plus énigmatique, si vous voulez. Ainsi, si on trouve que c'est énigmatique quand on voit un corps semblable au nôtre par ses comportements, et qu'on se dit, c'est une conscience comme moi, enfin, il y a là une conscience comme moi, eh bien, ce n'est pas plus énigmatique que le fait que dans la perception, on ajoute en fait immédiatement, spontanément, automatiquement, les faces qu'on ne voit pas. Ou les autres types de propriétés qu'on ne voit pas. Ce n'est pas plus énigmatique, dit-il. En dépit donc du fait que les monades, donc il reprend le terme de Leibniz, les monades pour des consciences qui sont séparées, hermétiques les unes aux autres, le fait qu'il y ait une inaccessibilité à l'autre conscience fait que nous sommes chacune des monades, donc c'est-à-dire des singularités fermées. Bon. En dépit du fait que les monades, les consciences séparées, sont réellement séparées et qu'aucun lien réel ne conduit de leurs expériences aux miennes. Donc j'ai jamais de communication avec la conscience en tant que telle des autres. Leur appréhension mutuelle n'est pas irréelle au sens du rêve ou de l'imagination. Il y a bien constitution d'une autre monade en tant qu'existant pour elle-même. Donc je reconnais bien autrui comme ayant cette conscience constituante. Du même coup, une communauté est constituée entre elles, qui est la condition transcendantale du monde commun. Pour qu'il y ait un monde commun, et pas seulement des mondes propres isolés les uns des autres, il faut qu'il y ait une vraie communauté des consciences transcendantales. Il faut qu'il y ait en fait un rassemblement de ces consciences, une communication entre ces consciences. Si bien qu'on peut appeler cela une intersubjectivité
transcendantale, hein, donc entre les sujets. Il y a bien une communication, un contact entre les sujets en tant que transcendantaux, donc en tant qu'ils constituent tous le monde. Et l'on peut vérifier cette nécessité par le fait que mon ego ne peut être un ego ayant l'expérience du monde que s'il est en commerce, en communication avec d'autres égos, c'est pareil. Donc, je ne peux avoir en fait une expérience du monde comme n'étant pas juste mon monde propre que parce que je suis en fait effectivement en communication avec d'autres égos transcendantaux qui constituent leur monde. Et bien sûr, il y a un élément clé qui n'est pas avancé ici, mais qui est essentiel, c'est le langage. Bien entendu, c'est le langage. C'est-à-dire cette communication qui constitue une intersubjectivité transcendantale est impossible sans le langage. Mais bon, ça c'est une condition qui apparaît ailleurs et j'ai déjà un tout petit peu, dépassé le temps. Mais enfin, je vous ai donné quelques étapes essentielles de cette recherche de Husserl et je suis arrivée donc assez vite à ce qui lui a pris des décennies à établir, c'est le contact avec autrui. Donc voilà pourquoi effectivement il manque encore l'un ou l'autre élément, bien entendu, mais ça peut venir dans la discussion. Bien, bravo Annick pour cette synthèse magistrale. La synthèse magistrale de la phénoménologie Husserlienne, bien sûr. Husserlienne, parce que bien sûr, après Husserl, il y a eu d'autres phénoménologues qui ont modifié un petit peu, qui ont rajouté des petites choses. Par exemple, cette démonstration de l'existence d'autrui, elle n'a pas tout à fait convaincu tout le monde. Il y en a une autre chez Sartre, par exemple. Il reprend vraiment tout le problème et dit non, c'est pas tout à fait satisfaisant, ça ne suffit pas. Et il en essaye une autre. Donc, c'est un courant qui a continué après, qui est encore fertile. Alors, il y a un livre d'Annick sur la conscience et la liberté de Sartre. Voilà, c'est un peu la suite. C'est la suite de ça. C'est un peu la suite. Pour faire passer. De plus en plus, je me demande cette démarche, cette méthode que Husserl a initiée par rapport à son propre corps, et donc sa propre conscience, etc., je pourrais peut-être l'imaginer pour un animal tel que mon chat. Ah, oui. Je vois un chat et je commence à dire, tiens, si j'utilisais, imaginons que je suis dans le corps du chat, et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais découvrir, je sais déjà objectivement qu'il n'a pas les mêmes trucs, etc. La réflexivité, il lui manque des choses, etc. Mais je peux faire sur le chat, je peux faire sur l'araignée, par exemple. Par exemple, Spinoza, il passait son temps à observer les araignées. Voilà. Avec une lentille. Oui, mais ça... Alors, bien entendu, c'est très intéressant de partir de la conscience pure, parce que cette conscience pure percevante, elle n'est même pas propre aux humains. D'emblée, elle est tellement universelle. Le fait de se placer immédiatement d'un point de vue universel et non pas personnel, donc de suspendre tout ce qui est personnel, ça permet de se dire toute conscience percevante perçoit avec certaines contraintes qui sont les mêmes. Donc avec évidemment que le chat, il perçoit aussi avec une contrainte d'espace, avec une contrainte d'interposition des choses, avec bien entendu la contrainte de ses organes, qu'après on découvre en examinant les organes. Et on peut se dire, si les différences d'intensité, par exemple, etc., oui, on sait à quoi elles sont dues, mais ça n'empêche que ce qui est commun, c'est qu'elles existent, les différentes d'intensité dans la perception. L'obligation de mouvement, ça existe pour toutes les consciences percevantes. Et justement, les animaux justement, qui n'ont pas le mouvement, qui sont fixes, il y en a quelques-uns, on comprend immédiatement
comment leur univers est limité, hein, comment leur champ perceptif est limité par cette immobilité. Donc, on peut bien entendu constituer d'une manière très générale ce qu'est une conscience animale en tant que percevant, en tant qu'imaginant. On peut très bien ajouter aussi en quoi, une fois qu'ils ont une série de perceptions, est-ce qu'ils les gardent en mémoire, hein, est-ce qu'ils les emmagasinent quelque part, est-ce qu'ils peuvent les représentifier, les revivifier à un autre moment par leur imagination, par le souvenir. Donc tout ça, on peut bien voir que c'est le même processus. Même s'il y a des particularités à chaque espèce, c'est quand même la même structure, c'est le même acte en général. Donc c'est très intéressant effectivement de pouvoir se dire ça. Alors par ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le fait même de poser immédiatement la question de les êtres humains par rapport aux autres animaux est très révélateur de notre époque. Ça, je fais une méta-analyse de ta question. Je dis, tu vois, en fait, c'est très caractéristique de notre époque, et en fait, on voit rarement dans les traités qui ont plus de 50, 60 ans, je ne remonte pas à des siècles, hein, mais on voit très peu de... Ça arrive, hein, où Searle lui-même fait parfois une remarque sur les autres animaux. Mais c'est rare, ça ne les préoccupe pas, en fait. On voit très peu d'intérêt en général, et c'est vraiment une marque de notre époque d'avoir cet intérêt sur, en fait, la différence entre les différents animaux, et surtout entre animaux humains. Parce que je ne pense pas que c'est une question de tellement s'intéresser à l'animal comme tel, c'est plutôt chercher qu'est-ce qui différencie, et du coup, quel est le propre de l'homme par rapport à tout le reste, quoi. Alors que, en fait, le phénoménologue, il cherche d'abord ce qui est le plus général. Ça ne l'intéresse pas tellement de savoir quel est le propre de telle espèce, le propre de telle espèce. En fait, ce qu'il cherche plutôt, c'est... Le point commun. Ouais. Donc j'ai le point commun à l'araignée. Ah, bien sûr. Le déplacement, la perception, oui. Du point de vue de la seule conscience. Hein, mais bien entendu, on peut... Alors, à partir des comportements de l'araignée, on peut se rendre compte qu'il y a certaines facultés que nous avons et elle pas. Et ça, encore une fois, c'est par une aperception médiate qu'on reconstitue, bah oui, donc c'est qu'elle ne fait pas ça, ou qu'elle ne calcule pas, etc. Elle n'a pas de bibliothèque, enfin... Elle est consciente Elle est consciente. Pardon ? Elle est consciente de son monde. Elle est consciente de son monde, exactement. Elle est consciente de son monde. Absolument. Est-ce qu'elle est consciente de la conscience des autres animaux ? Probablement pas, parce que tu as vu toute la démarche qu'on devait faire pour reconstituer autrui. On a dû passer par la construction d'objets avec une certaine intention, qui n'est pas une intention uniquement personnelle mais commune. Non, tu n'imagines pas un autre animal faire ça. Ou peut-être, hein, mais il y a des cas limites. Tu peux te demander si certains animaux sociaux pourraient... pas les abeilles, hein, pas les fourmis, mais peut-être les singes. Enfin, construisent pour les autres, je veux dire, hein, ou font des choses pour les autres en se disant si ça me sert à moi, ça te sert à toi. Peut-être, oui. Pardon, vous avez compris. Est-ce que les neurosciences n'apportent pas un éclairage nouveau, peut-être pas, ou différent, ou enfin, est-ce qu'on n'est pas sur le chemin de connaissance peut-être pas différente, mais un peu plus approfondie? Je dirais l'inverse, différente, mais pas plus approfondie. En fait, les neurosciences, elles considèrent les actes de conscience de l'extérieur, donc comme des phénomènes. Et donc elles observent non pas, enfin je dirais un neuroscientifique observe les actes de conscience, non pas les siens propres en faisant une autocompréhension, auto-analyse de sa conscience, mais à partir d'instruments, ils l'observent chez d'autres. Donc ils prennent les autres comme des phénomènes. Alors Husserl dira, évidemment, tant que vous considérez les autres comme des phénomènes, vous ne comprendrez rien à leur conscience, par définition. Si vous ne les prenez pas comme des consciences, vous les prenez comme des phénomènes, vous ne comprendrez rien à leur conscience. Par contre, vous pourrez comprendre beaucoup de choses sur, justement, son moi physiologique. Vous allez comprendre beaucoup de choses de la physiologie des corps
et donc de la base physiologique pour toute une série d'activités. Vous allez comprendre les influx nerveux, etc., toutes ces choses-là. Les sens en particulier qui sont indispensables à la compréhension des autres et du monde. Si on n'a pas, par exemple, si on est aveugle, on n'a pas la même perception, ou si on est sourd, enfin, je vois ces deux choses-là les plus difficiles ou différentes. On ne sait pas comment un aveugle de naissance a une perception. Quelle est véritablement, comment est-ce qu'on peut décrire la perception du monde quand on est aveugle de naissance? Donc, quelle est la perception qu'on a il me semble que la biologie est indispensable et les sens sont indispensables en matière de conscience. Peut-être que j'ai tort, mais... Alors, il y a plusieurs éléments de réponse qu'il faut. Donc, d'abord, reconstituer ce qu'on peut savoir par chaque sens. Ça a été fait par un philosophe, Condillac. Je vous recommande vraiment le traité des sensations de Condillac. C'est extraordinaire. Il prend un sens à la fois, et il dit, mais justement en considérant en fait par une méthode pré-phénoménologique, en fait. Il fait une expérience de pensée. Il dit, moi, en tant que conscience, qu'est-ce que je sais à partir de la vue? Qu'est-ce que je sais à partir du toucher? Qu'est-ce que je sais à partir de l'ouïe, etc. Et donc, il voit chaque fois l'apport de chaque sens, en reconstituant simplement ce que chaque sens lui a apporté à lui. Et il peut faire abstraction des autres, et ça marche bien. Il peut faire abstraction des autres sens, et donc reconstituer l'apport de chaque sens. Et ça, alors, l'intérêt de le faire comme ça, c'est que c'est une connaissance certaine, puisque ce que j'ai et ce que j'éprouve et ce dont j'ai conscience et ce que je connais, c'est une certitude, c'est la certitude du cogito. Alors que si je dis, comment est-ce qu'une autre personne perçoit? Je ne le sais pas, je n'ai évidemment pas accès à ce qu'elle éprouve quand elle perçoit. Donc je me donne d'emblée une impossibilité de découvrir l'essentiel. Et c'est pour ça qu'elle est si importante, cette méthode phénoménologique. Alors, son rapport avec les sciences, ça devrait être un rapport de complémentarité. C'est-à-dire, mais de complémentarité, pas n'importe laquelle. C'est que les sciences, encore une fois, quand elles ont affaire au corps biologique, elles peuvent le décrire de manière extérieure et comme un phénomène. Ce n'est pas un problème, puisque là, quand on dissèque et qu'on trouve des nerfs et tout ça, et qu'on envoie des influx nerveux, bon, tout ça est tout à fait... c'est du phénomène. Donc ça doit être appréhendé comme un phénomène, c'est normal, c'est du phénomène. Mais pour pouvoir répondre aux doutes, c'est-à-dire qu'on pourrait jeter sur toute la science en disant, mais en fait, le scientifique, il ne sait pas si tout ce qu'il observe est réel, ou si, en fait, il est solipsiste, et juste, ça lui vient de son imagination, ou il est en train de rêver, tout ce qu'il fait. Il ne peut pas répondre à cette question. Donc, en fait, il a besoin d'une fondation de sa relation d'observation. Il a besoin qu'on prouve qu'il est vraiment en contact avec un objet réel qui existe indépendamment de lui, qui est là et qu'il peut observer, qu'il peut expérimenter, qu'il peut mettre sous forme de loi, etc. Toute cette construction de la science, elle a besoin d'être posée sur des fondations qui sont, nous, en tant que sujet, n'importe lequel, le scientifique ou un autre, sujet connaissant, nous avons vraiment un rapport avec les objets qui existent en dehors de nous, tels qu'ils sont, et donc nous pouvons énoncer des vérités sur eux. Et Husserl, il a beaucoup écrit sur la science, il a même écrit la crise des sciences européennes, donc il pensait que les sciences étaient en crise parce qu'en fait, elles se heurtaient à des difficultés ontologiques, c'est-à-dire des difficultés sur l'être des choses qu'elles observaient, et elles ne pouvaient pas y répondre parce qu'elles n'avaient pas fait cette fondation préalable, parce qu'elles ne savaient pas vraiment comment elles étaient en contact et quel était le statut des objets qu'elles observaient. Et sans ça, elles se trouvent en crise. C'est un peu le problème de la quantique, etc., où on ne sait pas finalement quel est le rôle de l'observateur. Mais dans la phénoménologie, on sait qu'il y a le rôle de l'observateur, puisqu'on sait que les choses nous apparaissent en tant que conscience constituante. Donc en fait, il faudrait qu'on donne sa bonne place à toute cette investigation scientifique, c'est-à-dire elle décrit un monde psychophysique, biologique, physique, chimique, elle décrit ce monde, mais
pour avoir la certitude qu'elle atteint vraiment ce monde et qu'il existe vraiment, elle a besoin d'une fondation qui ne peut être que philosophique. C'est ça le rapport philosophie-science. Mais c'est justement ma question, c'est oui. S'ils ne croient pas en Dieu, parce que vous l'avez dit... C'est une autre réponse. Oui. Ben, voilà, mais je trouve ça indispensable. Comment il explique le monde? Alors ça, c'est une autre réponse. Répondre par un créateur, évidemment, c'est une réponse, je dirais, facile. Mais la difficulté, c'est comment vous savez qu'il existe et qu'il a créé? C'est aussi quelque chose que vous avez entendu, auquel vous croyez peut-être pour des raisons X et Y, mais comment, enfin, on peut jeter le doute dessus. Si quelqu'un a un doute, il dit, bah, moi je ne vois pas d'indice pour dire... Il a explication, il a essayé de répondre à cette question, j'imagine, comme tous les philosophes. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait la méthode de suspension phénoménologique, hein, donc vraiment le début de la méthode, de la recherche, et qu'on dit je vais suspendre toutes mes croyances sur l'existence. Donc je vais plus considérer que les choses existent en dehors de moi, justement que l'univers existe, qu'il se transforme, qu'éventuellement il est né ou même il est éternel, ce qui est encore une possibilité. Donc je vais tout suspendre. Alors à ce moment-là, je dois suspendre aussi un créateur de l'univers, puisque je suspends déjà l'univers lui-même. Je dois suspendre aussi son créateur. Donc je ne peux plus l'utiliser. Dans cette méthode, je ne peux pas l'utiliser. C'est restreint. Ah non. Ah non. Non, c'est le but. C'est ouvert. C'est le but. Si on n'essaye pas de répondre à une question qui est quand même une question que tout le monde se pose, c'est... Quelques mots, c'est l'incertitude. Ah, non, mais je n'ai pas aucune certitude, rien. Mais je me poserai cette question. L'incertitude. Donc vous voulez dire, en fait, la question de l'existence de Dieu, cette question-là? Non, pas des dieux, de pourquoi on est là. Ah oui. Voilà, c'est beaucoup plus... un philosophe qui ne pose pas la question pourquoi elle est là, quel but de l'humain, je trouve ça très restreint. Ah oui, absolument. Mais c'est une question, tout à fait, je n'avais pas bien compris que c'était ça la question. Ok, maintenant je comprends. Non, en fait, justement, la complémentarité avec les sciences va dans les deux sens. C'est-à-dire, une fois qu'on a refondé notre relation au monde extérieur et son existence, puisqu'on en a besoin pour rendre compte de ce qu'on est, à ce moment-là, on peut étudier ce monde avec tous les instruments de la science, donc étudier est-ce qu'il y a une origine de l'univers ou est-ce qu'il est éternel, qu'est-ce que nous on représente par rapport à l'ensemble de l'univers. Bon, on sait très bien qu'on est très limité dans le temps et dans l'espace, hein, ça on le sait avec toute cette certitude scientifique désormais fondée. Et donc on peut se dire, bah oui, on a une poussière dans l'univers, et quelle est la signification alors de tout ça? On peut se dire, toutes les lois physiques, chimiques, biologiques, elles auraient pu être autrement. Il se fait qu'elles sont comme ça, il se fait que notre univers, il est régi comme ça, il fonctionne de cette façon. On pourrait très bien imaginer une matière qui se comporte autrement. Pourquoi c'est celle-là qui existe et pas une autre? En général, les philosophes ils disent c'est contingent, c'est ce qu'on appelle la contingence. C'est comme ça. C'est un fait, et c'est un fait qui n'a pas de raison. C'est comme ça. Moi, j'apprécie énormément parce que au moins, pour moi, c'est une certitude. Enfin, je parle comme lui que j'existe. Je vois d'autres personnes qui sont à côté de moi qui existent, dont je ne connais pas comment elles fonctionnent. Hein. Moi, je fonctionne d'une manière, même moi. Et je trouve que c'est vraiment... et pour moi, ça me correspond tout à fait parce que c'est dans la réalité de ce qu'on est, quoi, de sa propre structure, de son moi et des autres autour, et du monde qu'on perçoit, nous, d'une manière, et puis d'autres d'une autre. Et par rapport à l'espace, même, parce qu'on ne perçoit pas pareil, l'espace. Selon où on habite, selon où on est, selon comme on est, si on est petit, grand. Absolument. On est tellement, je veux dire, chaque individu est tellement particulier dans le monde, quoi. C'est quand même impressionnant. Pour moi, c'est toujours impressionnant. Hein. Ma propre réalité, celle des autres, comment ils sont. C'est déjà un monde de découverte, je trouve, les autres. Je comprends. Je comprends pas trop où il veut en venir. Où il veut en venir.
Il fait un état des lieux de la conscience, mais je ne vois pas l'idée où il veut aller. Je comprends la démarche. Ils font de toute connaissance. Je comprends la démarche. Il dit, si on ne fait pas toute cette réflexion, notre connaissance sera toujours juste du probable. Ce sera juste probable, mais ce sera pas, on n'aura jamais de certitude que c'est comme ça vraiment. On n'aura jamais la certitude que nous, on est en contact avec un monde qui existe. On n'aura jamais cette certitude, et avec d'autres consciences qui existent. Si on ne fait pas toute cette démarche de fondation, qu'il appelle la démarche transcendantale, de constitution, il préfère le mot constitution, mais bon, quand même, non, il dit aussi parfois fondation, on n'aura jamais que du probable. Je veux dire, les choses sont probablement comme elles sont, comme elles m'apparaissent, et je peux m'en contenter. Parce que du point de vue de la pratique, ça suffit de se dire les choses sont à peu près comme elles m'apparaissent, mais du point de vue de la connaissance, non. Et comme lui, c'est un homme de connaissance, c'est un scientifique, c'est un homme de connaissance, il veut assurer la connaissance. Pour la garantir, pour l'assurer, il a besoin de cette fondation. Oui, contre le doute. C'est ça qu'il fait. Mais le doute de ne pas savoir, ça suffit. En tant que mathématicien scientifique, c'est le doute de ne pas savoir, mais ça ne dérange personne. Ah ben si, il y en a que ça dérange, oui. Ah, si, non, je suis d'accord avec vous qu'il y a des tas de gens que, effectivement, ça ne perturbe pas énormément de se dire, je sais pas, toute la connaissance scientifique n'est peut-être pas sérieuse. Bon, je comprends qu'on puisse vivre sa vie sans trop se préoccuper de ça, mais dès le moment où on s'en préoccupe, c'est assez cohérent d'essayer de reconstituer. C'est un peu la différence entre, c'est un peu la différence entre les esprits philosophiques et les autres esprits finalement. En fait, ou les esprits curieux, ou les esprits exigeants en termes de connaissances, quoi, de se dire. Je peux peut-être changer. Je suis curieux, je passe à être curieux, je m'intéresse à tout. Mais avec l'âge, je pense que les certitudes ne me gênent pas. Ok. Très bien pour vous. Et pourtant, la science, je mets la science à la fin. Je suis curieux de savoir. Oui. Mais ça ne me dérange pas de ne pas connaître le bout de l'histoire. Et vous êtes curieux. Mais je suis curieux. Oui, mais alors aussi, comment vous faites la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? C'est quand même important, ça, de se dire... quand il y a des contrôles... Je suis sûr, comme vous disiez, sûr de moi. Sûr d'être la vérité, c'est... Je crois avoir compris la démarche, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de scientifiques qui utilisent cette méthode, qui l'ont utilisée, quelques exemples concrets, ou pas? Je crois qu'il n'y en a pas. Le grand problème, c'est justement ce fossé entre les carrières scientifiques et les carrières philosophiques qui fait qu'on n'a quasiment jamais les deux approches chez la même personne. Alors, il y a des tentatives de rencontres, il y a des colloques où des scientifiques et des philosophes essayent de se rencontrer et de mettre ensemble leur démarche, de voir comment ils sont complémentaires. Mais c'est très difficile. En fait, c'est très, très difficile. Chacun est pris dans sa propre manière de penser. Et en fait, non, je ne connais pas de personne qui soit à la fois scientifique, vraiment au sens, tu vois, du spécialiste, et phénoménologue. Peut-être qu'il y en a. Ah si, peut-être Rovelli. Non. Non. Alors je pensais à Rovelli, par exemple, ça me vient à l'esprit, effectivement, donc qui est un astrophysicien, mais il n'est pas phénoménologue. Il s'intéresse aux questions philosophiques, voilà. Il y en a qui s'intéressent, mais entre s'intéresser et refaire vraiment toute la fondation, c'est différent. C'est proche. Ouais. Moi, je trouve que la physique quantique est très proche de la philosophie. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Mais c'est de la physique. Ah oui, elle est. Mais effectivement, donc il faut des personnes qui arrivent à avoir les deux approches et de les mettre ensemble. Mais la plupart des physiciens qui travaillent sur la quantique, ce sont des physiciens théoriques et des mathématiciens avant tout. Ils travaillent d'une façon mathématique. Toutes les avancées que vous voyez en physique quantique, c'est des avancées mathématiques.
on essaye d'approcher les phénomènes de cette façon-là. Ce ne sont pas des approches de type phénoménologique. Et encore une fois, les deux devraient se rencontrer et se comprendre. Le doute, partir d'une hypothèse, la philo et les sciences, c'est quand même un point commun. Parce que les scientifiques partent d'une hypothèse, que ce soit dans la quantique, j'imagine. Encore que non, peut-être s'appuie-t-il plus sur les mathématiques. Peut-être qu'un scientifique dans le monde du vivant. Je suis un scientifique dans le monde du vivant. Ouais. En fait, les scientifiques, à aucun moment dans leur formation, ni dans leur pratique de chercheur aussi, ni dans la pratique de chercheur, on n'est jamais amené à se poser des questions sur les fondements. En fait. On n'a aucun cours. C'est même pas la phénoménologie qui est déjà un domaine très avancé, je trouve, en philosophie, parce qu'elle part du doute cartésien, du doute même sur ce doute, ce solipsisme, etc., qui a expliqué. Mais même, ne fût-ce que les fondements de la science, en fait, on n'a pas de cours d'histoire des sciences. On nous enseigne les sciences sur base de ce qu'on sait aujourd'hui, des succès des sciences. Il y a très peu d'enseignants qui donnent leur science avec une perspective historique. On essaye de le faire, moi je le fais systématiquement, mais c'est quelque chose que quand moi j'ai appris, c'était pas comme ça, et la plupart de mes collègues font pas ça. Et encore moins, déjà, l'épistémologie, c'est-à-dire de se demander sur quoi repose la science vraiment sur laquelle on travaille. On n'a pas de cours d'épistémologie, et encore moins des cours de philosophie générale ou de... C'est dommage, c'est très dommage. Je pense que c'est très dommage, mais c'est comme ça qu'on est formé, et nos pratiques sont comme ça aussi. Alors l'hypothèse, évidemment, elle fait partie de la pratique scientifique, hein, mais ce n'est pas une hypothèse qui met en cause les fondements. Au contraire, c'est dans le cadre de ce que Kuhn appelle le paradigme, c'est-à-dire qu'on a une matrice d'interprétation, et dans le cadre de cette matrice d'interprétation-là, on va poser une hypothèse, en essayant ensuite de tester cette hypothèse. Et on peut soit se trouver en mettant soit de l'observation, soit des conditions expérimentales dans la situation où on peut démontrer que cette hypothèse-là est fausse, ou bien on peut, et justement, on peut rarement en statistique par exemple démontrer qu'une hypothèse est vraie, mais on peut dire je ne peux pas la rejeter pour le moment, je l'accepte temporairement. Je suspends somme toute son rejet, et tant qu'elle n'est pas rejetée, on considère qu'elle fait partie du corpus de cette matrice d'interprétation. Et donc on est dans un processus où de toute façon, même cet objet-là de l'hypothèse scientifique, la théorie scientifique, par exemple comme une révolution scientifique, la théorie darwinienne, elle est valide jusqu'à ce qu'elle soit, en tout cas ouverte à la contestation, ce qui est peut-être le propre de la science. Et donc le doute, il est là, mais il n'y a pas un doute sur les fondements. C'est quelque chose qui manque dans la formation et dans la constitution de la science, dans la démarche scientifique. J'ai deux questions. La première, c'est sur la suspension. Est-ce que la suspension est vraiment possible, en fait? Alors, quand on dit qu'on est en suspension, est-ce que c'est vrai? J'en doute, parce qu'il y a une science dont vous n'avez pas du tout parlé, qui est la science de l'inconscient, où justement le ça continue d'être, oui, non suspendu. Quand on prétend, quand le moi, l'ego se dit suspendu, en réalité, il y a son ça qui continue à travailler dans l'inconscient. Et donc la suspension est une illusion, en réalité, parce que si on en croit, du moins Freud, Jung et tout l'immense continent de recherche sur l'inconscient, la suspension en tant que telle n'est jamais possible. Donc ça anéantit d'un seul coup la méthode de phénoménologie. Et ma deuxième objection, c'est sur le mot phénoménologie elle-même. Phénoménologie, ça veut dire en grec maintenant, c'est la science de ce qui se montre, phaino. Hein, le phénomène, c'est ce qui se montre. Et donc, la phénoménologie s'intéresse à ce qui se montre, aux apparences. Et donc, pas à ce qui n'apparaît pas. Alors, de deux choses, ou bien ce qui n'apparaît pas, ça n'existe pas, ce dont je doute, ou bien la phénoménologie passe complètement à côté de ce qui n'apparaît pas. C'est-à-dire que la phénoménologie, donc elle se enfermée dans sa propre image de ce qui est réel, à savoir ce qui apparaît. Alors qu'il y a un immense continent, même un continent de continents, qui est dans la non-apparence, dans la non-apparition. Autrement dit, si la phénoménologie est une sorte de science de la lumière, de ce qui apparaît, le phaino, où est l'ombre dans tout cela? Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'ombre? Alors, encore une fois, ou bien l'ombre n'existe pas du tout, ce dont je doute, moi, en tant que cartésien, ou bien, si l'ombre existe, que peut faire la phénoménologie face à quelque chose qui n'apparaît pas du tout? Voilà mes deux objections. Mais l'ombre apparaît. L'ombre apparaît.
Si, bien sûr, l'ombre c'est un phénomène. L'ombre est un phénomène visuel. Et l'ombre, en fait, tout apparaît. D'une manière ou d'une autre, tout apparaît. Il n'y a pas de choses qui n'apparaissent pas, parce que ça ne doit pas nécessairement apparaître à un sens. Ça peut aussi apparaître à la pensée logique, apparaître comme une inférence, une cause de quelque chose d'explicatif par rapport à quelque chose qu'on constate. Et donc, ça peut être aussi... ça peut apparaître sous la forme d'une émotion, ça peut apparaître sous la forme d'une erreur, sous la forme d'un rien, d'une inexistence. Il y a tout un travail, notamment chez Sartre, sur l'apparition de l'absence et des autres négatités, hein, comment une négatité apparaît. Alors, mais tout ça, ça entre sous le phénomène. En fait, tout ça peut entrer sous le phénomène. Là, évidemment, ces analyses premières, là, elles sont très simplifiées, et donc elles parlent de perception de ce qui est vraiment manifeste, et en particulier sensible, mais à partir de là, en fait, tout le reste aussi est phénomène. Donc ça c'est résolu, tout est phénomène. Alors, même la question de l'inconscient, en fait, même l'inconscient est un phénomène, parce qu'il apparaît médiatement. Il apparaît, comment est-ce qu'on voit des signes d'inconscient? C'est par une série de choses qui ne s'expliquent que parce qu'il y a quelque chose d'enfoui, d'oublié, mais qui est néanmoins agissant. Et donc c'est une sorte de reconstitution, une sorte de supposition explicative. Si on constate toute une série de phénomènes, c'est qu'il y en a un qui apparaît médiatement et qui doit être responsable de ça, ou qui est l'explication de ça. Donc c'est aussi un phénomène. C'est un phénomène, en fait. Donc vous refusez complètement le kantisme, par exemple, qui distingue de manière très nette les phénomènes et les noumènes. Et le noumène ne se ramène jamais au phénomène. Vous refusez absolument mon contre-argument qui était de dire qu'il y a des choses que le phénomène, qui ne sont pas des phénomènes. En tout cas, Kant avait déjà parfaitement dans la critique de la raison pure cette opposition radicale, absolue, transcendantale pour le coup. C'est lui qui a inventé le mot transcendantal. Pour le coup, si quelqu'un y a de transcendantal, dans l'analytique transcendantale, Kant coupe en deux le monde, les phénomènes d'un côté et les noumènes de l'autre. Et justement, quand je parlais des noumènes, c'est vraiment des objets, des entités, ces noumènes, qui n'apparaissent jamais, et pourtant qui existent. Et vous ne m'avez pas répondu sur la suspension. Sauf en disant, oui, mais l'inconscient apparaît toujours. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis chiche. Parce que si encore une fois, on lit les grands spécialistes de l'inconscient, il y a plein de choses qui ne sortent jamais de l'inconscient. Sauf peut-être dans la crise, et encore, il y a un immense monde qui est complètement caché, qui le restera toujours. Alors, réponse rapide, hein, une à la fois. C'est pas moi qui refuse ce que dit Kant, c'est que Husserl, tout en reprenant le terme transcendantal, il transforme effectivement la pensée de Kant, tout en l'admirant, hein, tout en adoptant certaines choses. Et notamment, en fait, l'opposition de Kant, c'est entre phénomène et chose en soi. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un couple nécessairement correspondant, nécessairement lié. Les deux termes ont l'air liés, puisque si on dit le phénomène, c'est la chose telle qu'elle apparaît, et à côté de la manière dont elle apparaît, elle est aussi quelque chose par elle-même. C'est ça la chose en soi. Donc c'est ça l'opposition. Si on pose qu'il y a des choses telles qu'elles apparaissent, il y a aussi des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. Et ça, Husserl ne le nie pas, mais il dit simplement qu'il n'y a pas, et Sartre encore plus que lui, qu'en fait, il n'y a pas de raison de supposer que leur être est différent de leur apparaître. Mais de leur apparaître, encore une fois, de toutes les manières dont ça peut apparaître. C'est-à-dire peut-être qu'il faut, pour trouver l'être d'une chose, ce ne sera pas seulement en la regardant, il faudra investiguer de multiples façons, etc. Mais toutes ces façons sont des types d'apparitions. Donc il n'y a pas de raison de penser que, en elles-mêmes, les choses sont toujours autres que ce qu'elles apparaissent. Et c'est aussi formulé très bien par Heidegger, qui reprend toute la notion de Phänomenon en disant c'est ce qui se montre de soi-même tel qu'il est. Il y a vraiment cette idée de arrêtons de rejeter dans un inaccessible par définition l'ensemble des choses finalement. Ce serait chacune qui voudrait dire elle est en soi autre que ce qu'elle nous apparaît. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas nécessaire. Voilà, simplement. C'est une hypothèse qui n'est pas nécessaire, qui ne s'impose d'aucune façon. Et donc le transcendantal kantien, c'est simplement ces structures qui nous permettent de saisir l'apparaissant. Le transcendantal n'a rapport qu'au phénomène.
Ce n'est pas le transcendantal par rapport à l'en soi, jamais. Le transcendantal, c'est ce qui nous permet de saisir le phénomène, et de le constituer d'ailleurs. Et alors, pourquoi il dit nous mène ? Parce qu'il dit que la chose en soi, par définition, on peut la connaître d'aucune façon. Et donc, si on ne peut pas la connaître, parce qu'elle nous apparaît d'aucune façon, évidemment, c'est par définition, la seule chose qu'on peut faire, c'est la penser. C'est ça que veut dire nous mène. On peut juste la penser, mais comme une espèce de supposition complètement vide, qui est, elle est peut-être tout à fait autre chose en elle-même. Et une fois qu'on a dit ça, c'est tout, on ne peut rien dire d'autre. Et c'est ça le nous mène. Donc c'est vide. C'est juste une supposition. Voilà. Donc effectivement, la phénoménologie ne reprend pas ça, ne le reprend pas. Et le justifie que non, on n'a pas besoin de ça, en fait. Alors, pour revenir à la première question, la suspension phénoménologique, forcément, elle suspend aussi la connaissance psychologique. Donc, toutes les doctrines psychologiques sont suspendues du même coup. C'est-à-dire, ce qui dit, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes nos émotions, nos désirs, y compris mon désir de connaître, là, maintenant, qui fait que je recherche. Tout ça, tout ce que j'ai appris là-dessus, je le suspends, forcément, puisque je suspends toute la science, je suspends toutes les connaissances. Donc, je le suspends. Ça fait partie de la suspension. Maintenant, on pourrait dire, bon, c'est très difficile à faire, parce que, justement, on est quand même mu par toute une série de choses. Et précisément, si on a envie de faire cette recherche, on est mu par quelque chose. Donc on peut être plus ou moins au clair sur ce qui nous meut. Et de nouveau, on pourrait... Alors, mais est-ce qu'on pourrait dire c'est le ça qui nous pousse à faire une recherche phénoménologique ? Pourquoi pas, hein ? Mais ça n'empêche pas que dans la Constitution, parce qu'il passe vraiment beaucoup de pages à expliquer justement comment on arrive vraiment à ce moi pur, à quel piège il faut être attentif, comment justement éviter une illusion une illusion psychologiste justement, hein, comment ne pas mettre de son psychisme dans cette recherche qui doit être complètement désincarnée et dépersonnalisée. Donc oui, évidemment qu'il y a toujours un risque, comme dans toute méthode, il y a toujours un risque de la mener imparfaitement, de laisser une petite motivation là derrière qui n'a pas été épurée, oui, c'est possible. Mais disons en tout cas, puisqu'il y a une visée de connaissance générale, on n'est pas tellement soumis à ce soupçon qui est toujours, en fait, personnellement, vous êtes mu par ceci ou par cela. On se place à un niveau trop général pour être, disons, très concerné par des... Vous avez dit désincarné, c'est-à-dire désincarné. Oui, parce qu'au départ, on suspend même le corps, au départ. Après, on le retrouve comme nécessaire. On se réincarne. J'ai dit ça à un copain, là, désincarné. De se désincarner pour pouvoir bien penser. C'est un exercice de pensée, hein. On sait bien que c'est un exercice, c'est une méthode. On ne dit pas qu'on le fait. On se place dans la disposition qui est celle-là. Oui, on peut faire la même expérience de pensée en disant qu'on est un robot, par exemple. C'est-à-dire avec une intelligence artificielle, etc. Ben, au départ, ça, on ne peut pas. Pour moi, ça, c'est impossible. Qui réfléchit comme un robot, finalement. Un robot ne réfléchit pas, donc tout ça, c'est impossible. Il faut supprimer la conscience pour ça. Si vous voulez être un robot, supprimez votre conscience. Le début de sa démarche, pour en arriver au début. Non, mais c'est intéressant comme question. C'est intéressant comme question. Dès qu'il y a conscience, il y a vie. Hein. D'ailleurs, il parle des vécus. Il ne peut pas y avoir de conscience d'une machine. Une machine n'a jamais de conscience. Hein. Donc, on ne peut pas s'imaginer ce qu'elle est, forcément. Moi, je voudrais t'interroger sur le rapport entre pensée et conscience, justement. Parce que je suis étonné, finalement, par le développement qu'a pris ce concept de conscience à partir du XVIIe siècle et qui occupe, finalement, une bonne partie de la philosophie. Enfin, avec la conscience, on remplit des bibliothèques entières, et ça s'est fait quand même, je pense, au détriment de la pensée, finalement. Enfin, je vois ça comme ça. Et j'aimerais comprendre pourquoi, justement,
pourquoi il y a eu ce... Qu'est-ce que la conscience a de plus que la pensée pour qu'elle ait... Comment est-ce qu'on dit, quand on remplace quelque chose, remplace une autre. Par exemple, je vous disais ça, là, voilà, au bas de la première page, la conscience est transcendantale parce que sa propre existence garantit celle du monde et non l'inverse. Si on remplace conscience par pensée, on est avec Descartes. Et donc, pourquoi si on met conscience, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça enlève l'ambiguïté, une énorme ambiguïté. Parce que quand Descartes dit « je pense », en fait, il veut dire « j'ai conscience ». C'est clair, il utilise penser dans ce sens de avoir conscience de quelque chose. Sinon, il ne pourrait pas y mettre toutes les idées, tu vois, parce que quand il décrit toutes ces idées, c'est des idées sensibles, c'est des émotions, et donc il ne pourrait pas les appeler toutes pensées, parce que la pensée, c'est un acte quand même bien spécifique. Penser, c'est utiliser le langage pour construire des raisonnements, c'est ça penser. Donc en fait, ce n'est qu'un acte parmi d'autres, la pensée. C'est un acte parmi d'autres. Et donc, toute la recherche méthodique que mène Husserl, c'est de la pensée, évidemment. Sa recherche, raisonner, c'est de la pensée. Mais ce n'est qu'un des actes de sa conscience. Mais la conscience, c'est pas du tout ça. En fait, la conscience, c'est ce qui constate l'objet. Donc, il y a une constante pensante, une conscience percevante, une conscience imaginative. Tout ça, ce sont des actes de conscience, mais d'un type différent. Et donc, il y avait une énorme ambiguïté avec le mot « penser » utilisé chez Descartes. Parce que c'est pas la même chose. Ouais, c'est mieux d'avoir des mots différents. La pensée, c'est quand même été utilisé pendant des millénaires. Non, pas tellement, en fait. Non. Chez Aristote, pas. Justement, Aristote, il fait la distinction entre sentir et penser. Justement, il dit il ne faut pas tout appeler de la même façon, quoi. Quand on dit penser, ça veut dire qu'on agence entre eux des concepts universels. C'est sa pensée pour lui. Donc, ce n'est pas du tout de la perception, c'est très distinct. Non, c'est... La conscience, ça englobe l'essentiel des actes de pensée, la totalité des actes de pensée. Tout acte, c'est effectivement tout acte tu vois, qui ressortent des facultés de l'âme, quoi, tout acte est conscient, en tant que j'ai conscience de le faire. En tant que j'ai conscience de le faire, j'ai conscience de penser, j'ai conscience de voir, etc. Donc tout acte est un acte de conscience. Est-ce que dans les langues, le mot conscience a des sens qui permettraient d'englober davantage de choses que ce que le mot français peut dire? Est-ce qu'en allemand, c'est... oui, toutes les langues actuelles ont un mot pour dire ça, effectivement. Et ce mot pour dire ça n'a pas particulièrement une étymologie qui le rendrait évident, qui rendrait son sens évident. Ce sont des mots qui sont composés de manière différente. Mais en tout cas, le mot conscience, on sait bien comment il est apparu en latin. Conscientia, donc la science que j'ai intimement. En fait, le con veut dire ça, c'est la science que j'ai intimement, la connaissance plutôt, que j'ai intimement. Donc ça vient de là, ce qui rend assez bien compte de ce que c'est. Parce que c'est large, la scientia latine, c'est pas seulement la science au sens étroit, strict. Donc c'est une connaissance que j'ai intimement. Bon, oui, c'est un peu ça. Je trouve que c'est pas mal comme mot, conscience. Je pensais à des cultures où les gens n'ont pas, par exemple dans les cultures amérindiennes où on cultive beaucoup le rêve, la perception du monde en harmonie avec le végétal, le minéral, etc. C'est pas la même approche probablement de la conscience. Donc ça reste quelque chose de très culturel, l'idée de la conscience. Enfin, nous, Européens, on a des bases. En fait, évidemment qu'il y a des variations culturelles dans la manière dont on perçoit, dans la manière dont on imagine, dans éventuellement les limites qu'on met entre une activité et une autre activité. Mais la conscience elle-même, si c'est exposé, par exemple, je le faisais
chez les Amérindiens, je le ferai exactement de la même façon, je ferai appel chez eux exactement au même type d'expérience et ils le comprendraient parfaitement. Parfaitement. Donc exactement comme nous. C'est totalement universel. Totalement. Tout le monde peut faire, mais évidemment on ne le fait pas spontanément, aucun de nous ne l'a fait spontanément. C'est pas une expérience qu'on fait, que les individus... Cette universalité de la conscience là, pose le problème pour moi, de son support. Qu'est-ce qui, en nous, constitue le support de la conscience, qu'on doit pouvoir différencier du support de la pensée ou de l'inconscient, s'il existe. Qu'est-ce qui fait cette spécificité de l'humain? Oui, et même des autres animaux, parce que oui, en tant que perceptive, oui. Alors, le support, on sait quelles sont les conditions matérielles sine qua non. Que si on n'a pas un corps biologique vivant, avec un cerveau d'une certaine complexité, d'une certaine composition, d'une certaine complexité, il n'y aura pas de conscience. On sait que c'est une condition sine qua non. Maintenant, une localisation, par exemple, ou une contrepartie matérielle précise, on ne l'a jamais trouvée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a jamais trouvé une localisation précise. C'est tout le cerveau qui travaille quand on est conscient. Mais alors après, oui, on trouve... tu sais bien, on peut trouver des parties un petit peu spécialisées pour telle activité ou telle activité. Mais la conscience elle-même, ou la veille, comme ils disent parfois, ou la mémoire de travail, enfin, c'est ce qui est vraiment... c'est ce dont on a besoin globalement. Ça met tout le cerveau en activité. Et on ne peut pas localiser plus. Et donc, c'est pour cette raison-là que... Alors, on peut toujours se dire, on n'a pas les bons moyens de mesure, on n'a pas les bons instruments pour détecter éventuellement cette localisation. Mais on peut aussi se dire que c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Un phénomène émergent, c'est que une certaine activité apparaît dans une matière dont chaque partie peut faire d'autres activités, mais pas celle-là. Donc on peut dire effectivement les neurones ils transmettent des influx, donc on peut dire dans chaque partie du cerveau ce qui se passe biologiquement, mais ça ne décrit pas la conscience. Et donc on dit de tous ces fonctionnements matériels, physiologiques, surgit quelque chose qui n'est pas eux. Et qui n'est pas juste de l'influx nerveux, puisqu'il y a du sens, il y a etc. Qui est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'émergence. En fait, on a forgé un mot justement pour dire ça. Mais pour le moment, on ne peut pas dire plus de cette manière.